Radio Nova. La dernière. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Radio Nova. Bienvenue dans La Dernière, en direct et en public du Théâtre L'Européen à Paris. Nous sommes le dimanche 16 novembre 2025 et on vous parle depuis l'émission la plus écoutée de France à cette heure-ci. Et oui, c'est grâce à vous. C'est pas un concours, on déteste la compétition, mais si on avait aimé la compétition, on serait bien content d'être premier. Surtout qu'on a 32 émetteurs dans toute la France, tandis que les autres stations en ont des centaines. C'est l'équivalent de gagner le Tour de France en buvant de la flotte ou de gagner la Star Academy avec une reprise de Mano. Dans la vallée. Ah oui, mais j'ai l'impression que les gens aiment. Les gens aiment. Qu'est-ce que tu veux ? Tu peux rien contre le pouvoir de Mano. Oh, en tout cas, ça veut dire qu'on n'est pas tout seul à partager pas mal de choses. On est même des centaines de milliers en direct, des millions en podcast, des dizaines de millions en vidéo, des milliards selon la CGT, 3 selon le ministère de l'Intérieur, qui nous écoute aussi d'ailleurs. On y reviendra. En tout cas, merci, vous nous régalez. On se croirait dans un dîner presque parfait. Et oui, non mais voilà, quand même, vous notez pas quand je fais des comparaisons incroyables. Non, j'écoutais pas, mais super patron. Et super. tout ça, c'est grâce à une équipe formidable, les Avengers, Iron Woman. Juliette Arnaud est avec nous. Bonsoir tout le monde. Ça va, Juliette? Très bien. Impeccable, impeccable. Et également avec nous, notre analyste que les autres médias nous envient, une sorte de Benjamin Duhamel en plus liquide, en plus épais. Notre Benjamin Béchamel, Aymeric Lompré est avec nous. J'ai bossé. Bien. Ça va, Aymeric? Ouais, super. Et également l'homme qui fait vaciller la République. Le rebelle. Le mélange entre Lorenzo Lamas et un plaisancier de la Baule. Pierre-Emmanuel Barré est là. Bonsoir. Et il est bien là. Et nous rejoindrons pendant l'émission Florence Mendès, Audrey Vernon, Florian Gouttière. Allez, on est parti, on répond aux questions que vous nous avez posées. Je vous rappelle l'adresse mail d'ailleurs pour le faire, si vous avez des questions n'importe quoi, l'actu, toutes les choses un peu techniques, on sera là pour répondre. ladernière@radionova.com. Et on commence avec une question d'Aymeric. Ah bon? Non, c'est un autre, il y en a plein d'Aymeric, un auditeur. Un auditeur. Ah bah je vais le faire du coup. Ouais. Je le fais avec ma voix. Alors, vas-y. J'apprends que Pierre-Emmanuel Barré fait l'objet d'une plainte déposée par le ministre de l'Intérieur. Peut-on considérer qu'un humoriste de Nova a raté sa vie s'il n'a pas été licencié ou fait l'objet d'une plainte? Oui. Alors en effet, Aymeric, enfin l'autre, voilà, Laurent Nunez a porté plainte contre Pierre-Emmanuel Barré. On a appris ça cette semaine, ce qui constitue une sorte de preuve de travail bien fait. Ça déjà, bravo. Bravo Pierre-Emmanuel, bravo. Merci. Alors il a porté plainte pour la phrase, je cite, « La police, c'est Daesh avec la sécurité de l'emploi ». Allez, il y a un contexte. Il y a un contexte. Alors, à noter que Laurent Nunez n'a pas porté plainte pour la comparaison dans la même chronique. Je cite toujours, Laurent Nunez, une grosse cuve à pisse. Bon, ça, il a dit, c'est OK. Ce qui laisse à penser qu'il a quand même un petit peu de lucidité, cet homme. Allez, on passe à la question de Stéphanie, à présent. Aucun de vous quatre ne porte de lunettes pendant l'émission. Est-ce un choix idéologique? Bravo pour votre sens de l'observation, Stéphanie, mais ne voyez là aucune idéologie. Effectivement, nous n'avons pas de lunettes et les raisons sont simples. Juliette a une vue parfaite car elle a toujours 20 ans. Guillaume n'a pas besoin de lire ses fiches puisqu'il fait la même blague depuis 15 ans. Aymeric pourrait faire ses chroniques les yeux fermés puisqu'il les improvise. Quant à moi, figurez-vous que j'ai des lunettes. Regardez plutôt, hop, les voici. Ah, mais je n'aime pas porter des lunettes aussi. J'imprime mes chroniques en Arial 400. Regardez, je vous montre en exclusivité la première page de celle d'aujourd'hui. Hein. C'est le C de chute. Voilà, mais je vous en dis pas plus pour pas spoiler. Allez, on passe à la question de Thomas. Oui, bonsoir la dernière. Pardon, j'avais pas mes lunettes. Thomas qu'on reçoit à l'instant. C'est moi ou rien n'a changé depuis Boris Vian? Non, alors non, c'est pas vous Thomas, c'est vrai que là en ce moment l'histoire avec un grand H, elle bégaye tant que dur. Et je vais vous donner un exemple parmi tant d'autres. En Autriche, le président d'extrême droite de la Chambre basse, c'est l'équivalent de notre Gérard Larcher, il a organisé, pépouze, un hommage officiel à une figure nazie. Discours, fleurs, petits fours, petites larmes, tout ça dans le plus grand des calmes en Europe à 2 heures d'avion. Comment il disait déjà Boris Vian? Ah oui, les gens ne changent pas, ce sont les choses qui changent. Enfin, Boris Vian et Céline Dion. On passe à la question de Katia. Bonjour la dernière. Est-ce qu'une COP sans les 3 plus gros pollueurs, à savoir les USA, la Chine et l'Inde, est plus ou moins utile qu'une vidéo de Louis Sarkozy?
Alors, Katia, tout est plus utile qu'une vidéo de Louis Sarkozy. Sauf Louis Sarkozy, bien sûr. Bien joué les copains. En ce qui concerne la COP, sans les USA, la Chine et l'Inde, c'est de la merde. Mais de manière générale, la COP, c'est de la merde. Sinon, il y aurait qu'une COP. Hein. Oui. Mais de manière générale, s'il y a une suite, c'est de la merde. Comme par exemple, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Ah, bon exemple. Ah ouais. Passons peut-être à la question de Bruno. En entendant parler de l'implantation physique de l'enseigne Chine en France et du scandale lié aux poupées à caractère pédopornographique vendues sur la plateforme, cela m'a fait penser à Christophe Castaner, ex-conseiller RSE de cette société. Avez-vous de ces nouvelles? Mais non, mais attends, mais il nous manque terriblement, Christophe Castaner. Il était si rigolo, vous vous souvenez? Comment ça, non? Mais si! Le samedi, il crevait des yeux des gens au flashball, et après, il allait rouler des galoches en boîte de nuit. Mais si, c'est un mélange un peu de Patrick Sébastien et de Grenade GLIF 4. C'est la France qu'on aime! Aujourd'hui, non mais aujourd'hui, vous avez vu le ministre de l'Intérieur qu'on a? Il est tout nul. Il chouine dès qu'un humoriste, je mets des petits guillemets avec les doigts, pour faire comme dans le Figaro. Voilà, dès qu'un humoriste fait une blague, il chouine. Non, Christophe, reviens! Il nous manque, Christophe Castaner. On t'aime! Allez, on passe à la question de Johanna qui a 11 ans. Bonjour. Est-ce que... Pas d'accent, pas d'accent. Non mais c'est pas un accent. Ah d'accord. Bonjour. Est-ce que les animateurs de la dernière sont riches? Oui. Oula. Oui. Mais pas Malo, notre réalisateur, ou Loris, notre chargé de production, ou Lucie, notre assistante réalisatrice. Eux, ils sont pauvres. En revanche, ils sont jeunes. Comme quoi, la vie, tu vois, elle est juste, Johanna. Après, oui, c'est vrai, on est riche, surtout Pierre-Emmanuel. Une piscine, une scie sauteuse, une femme particulièrement futée, 2 enfants. Mais on n'est pas riche de fou non plus. Par rapport, par exemple, à Michael Burry, on n'est pas riche. C'est un gars qui a anticipé la crise des subprimes de 2008 et qui a gagné des tonnes d'argent, mais alors j'en pique sous, et grâce à ça, et qui vient de parier 9 millions sur la bulle des IA qui va crever. T'as rien compris, Johanna? Moi non plus. Mais 9 millions, ça c'est riche. Allez, passons à la question de Zoé. Bonjour à toute l'équipe. J'ai 65 ans. Je suis une fidèle auditrice. Conséquence, je rêve régulièrement de Guillaume Meurice. Dois-je arrêter de regarder la dernière? Mais quelle horreur! Je pensais que c'était moi qui répondais. Non, bah non, vas-y. Non, c'est marqué Émeric Depoix, Bah, donc j'y vais, je me lance. Je reprends mon personnage. Mais quelle horreur! Alors Zoé, là on est sur une urgence. Non, tu peux continuer à regarder la dernière. Cependant, je comprends ton traumatisme. Il faut donc que tu restes réveillé. Ne dors plus. Alors, je peux te filer un numéro pour rester bien éveillé, et aussi après tu n'auras plus faim. Le mot de passe est Marie-Caroline, et tu peux appeler au 06... Non, Émeric, attends, on va pas donner le numéro d'un dealer à la radio. C'est pas le numéro d'un dealer, c'est mon numéro. Mais c'est pareil. C'est pareil. Waouh. Allez, on termine avec une question de Pierre. Bonsoir. Pas les accents, pas les accents. Il n'y a pas d'accent, Ah oui, pardon. j'interprète. Bonsoir. Est-ce que vous prendrez ma question la semaine prochaine? Alors Pierre, je vais être honnête avec toi. Hein, nous sommes assez tributaires des auditeurs pour que cette séquence soit de qualité. Ça, Pierre, ça n'est pas une question de qualité. Hein, si la semaine prochaine, tu me poses une question pertinente sur l'actualité, j'y répondrai avec plaisir. Mais figure-toi que les 3 dernières questions que Ramzi, notre rédacteur en chef, m'a envoyées, c'est: est-ce que vous pouvez dire à Émeric merci pour les champignons? Pourquoi vous portez pas des lunettes? Et j'aime bien les chats, et vous? Alors je vous serais reconnaissant de peaufiner un peu plus vos questions parce que mon fils de 4 ans est plus subtil. D'ailleurs, comme vous m'avez agacé, je lui ai demandé de me poser une question à laquelle je vais répondre. C'est donc une question de Félix, 4 ans. Le Conseil constitutionnel peut-il censurer une loi déjà promulguée sur le fondement d'une question prioritaire de constitutionnalité? Oui, il est HPI, bien entendu. Et la réponse est oui, Félix, je te l'ai déjà dit. On essaye d'écouter plus attentivement papa. Merci beaucoup à Pierre-Emmanuel, Émeric et Juliette, et merci à Félix. Attendez, si j'ai une dernière question. J'ai envie de faire pipi, mais j'ai peur de rater des trucs super de votre émission. Eh bien, aucun risque, vous pouvez faire pipi sur ce qui suit. C'est la publicité. La dernière. Nova. Vous êtes toujours sur Radio Nova, Juliette Arnaud, Émeric Lompré, Pierre-Emmanuel Barré. Et il est 18h16. Il est l'heure de recevoir notre invité du jour. C'est une championne, ex-membre de l'équipe de France d'athlétisme, plusieurs fois championne de France de 3000 mètres steeple. Elle est aujourd'hui conférencière, intervenante entre autres auprès de l'UNESCO et de l'ONU, spécialisée dans la lutte contre les violences, notamment sexistes et sexuelles dans le sport, mais également réalisatrice de documentaires. Emma Oudiou est avec nous. Bonsoir. Salut Emma. Salut. Sois la bienvenue parmi nous. Merci, c'est gentil.
Je vais essayer de tout regrouper tes activités. Merci beaucoup. Alors, c'est assez rare qu'on parle de sport dans l'émission, donc on va en profiter à fond pendant 2 heures. On va d'ailleurs commencer par une question assez basique, parce que notre niveau en sport est assez basique. Enfin, sauf Emeric, notre champion. De air sport, parce que tu pratiques le air sport, peut-être ça fera l'objet d'une T'as qu'à faire les blagues de ma chronique. Voilà, pardon. Bon, faites comme si j'avais rien dit. 3000 mètres steeple. Qu'est-ce que c'est Alors, 3000 mètres, on voit. Ouais, donc 3000 mètres, c'est 3 km. Jusque-là, on est d'accord. On va noter. C'est autour d'un stade. Est-ce que vous connaissez la distance d'un stade ? 400 mètres, je pense. Bravo, 400 j'ai mètres. j'ai bossé. J'ai vu que Pierre-Emmanuel et Émeric étaient un peu perdus. Donc, Ouais. voilà, Non, tu fais bien de reposer les bases, je te dis, vas-y. Non, mais c'est que des sujets, cette émission, qui n'intéresse pas Emeric, en fait. Si, il y avait les champignons la semaine dernière. Donc 400 Donc mètres. c'est 3000 mètres, donc 3 km autour d'un stade. Et la particularité, c'est qu'il y a 5 obstacles par tour. Ok. Et il y a un obstacle avec de l'eau derrière, parce qu'on s'est dit que ce serait plus marrant. Ah oui, c'est là où il y a la petite piscine, là, avec la petite piscine. Exactement. Mais je me suis toujours demandé à quoi elle servait, cette petite piscine. Je pense que c'est pour le spectacle, vraiment. C'est vrai parce qu'en fait, à la base, bon, ouais. peut-être que je vais pas très bien vendre la discipline. À la base, ça vient des courses d'équitation. Ah. Voilà, donc on imite des chevaux, en fait. C'est hyper bien vendu. Hyper bien vendu. C'est une course d'équitation antispéciste. Voilà, c'est ça. Je le On fait vends un comme peu, on fait comme les chevaux, et donc eux, ils mettaient de l'eau derrière. On s'est dit, on va les imiter jusqu'au bout. Mettons de l'eau derrière un Et obstacle. la selle est pas trop lourde. Ouais. Et sinon, allez, c'est pas grave. Il faut enchaîner. On faut relance, enchaîner. on relance. Allez, Ouais, c'était une on bonne blague, c'était une enchaîne. bonne blague. Et on enchaîne. Le 3000 steeple, à mes yeux, de personnes qui n'y connaissent rien, ça a une particularité, c'est que c'est quand même à la fois de l'endurance et de la vitesse. Est-ce que c'est aussi ça Ouais, qui en t'a- fait, on appelle ça du demi-fond. Donc, c'est vraiment entre le foncier, on va dire, du plus rapide. C'est pas du tout du sprint ou quoi, mais c'est vrai qu'il faut des capacités d'endurance et à la fois pouvoir relancer. En plus, il y a l'aspect technique avec les obstacles, les barrières, c'est pas évident. Donc, ça fait que c'est une discipline qui est assez complète. Et moi, je me suis éclatée là-dessus, malgré, bon, voilà, on en reparlera, j'ai Ouais. vécu aussi des choses pas évidentes, mais je me suis quand même éclatée sur cette discipline pendant 10 ans. Et tu l'as choisi ou c'est elle qui t'a choisi? C'est-à-dire que tu étais douée, enfin, on t'a fait essayer plein de sports et puis c'est là-dedans que tu excellais Ouais, en fait, j'ai fait de l'athlé, j'ai commencé, j'avais une dizaine d'années à peu près, et au début, tu essayes les sauts, les lancers et les courses, et je me suis rendu compte que, enfin, le coach plus spécifiquement s'est rendu compte que j'avais des qualités là-dessus, et donc il s'est dit, on va tenter là-dessus, et ça a bien fonctionné. J'ai fait mes premières sélections en équipe de France, et après, j'ai continué. Et tu as un palmarès impressionnant. Quel était ton rapport à la compétition ? Alors, c'était un rapport un peu ambivalent. Forcément, j'ai fait du haut niveau, donc, et j'ai une âme de compétitrice, donc Ouais. j'aimais ça. Mais c'était assez particulier. En fait, je pense que ça venait aussi en contradiction avec pas mal d'idées, pas mal de manières de penser. C'est vrai que la compétition, de manière générale, je trouve que c'est un peu moyen de voir se comparer tout le temps. Il y a beaucoup de pression par rapport à ça. Il y a l'obligation de faire des performances, de faire des médailles pour continuer à exister dans le milieu. Et donc, c'est quelque chose qui peut mettre pas mal la pression, et parfois, ça pouvait être un peu difficile. Mais t'arrivais à prendre du plaisir quand même là-dedans ? Ouais, mais en fait, ce que j'aimais le plus, au final, c'était tout ce qu'il y avait autour de la compétition. Donc, Les les en- entraînements. les entraînements. Ouais, Ah ouais. les entraînements, j'adorais les entraînements. Je m'entraînais beaucoup en groupe, donc c'est cet esprit de groupe qui est un petit peu contradictoire avec un sport individuel. Ça, j'adorais aussi. Et la compétition, c'est pas là où je prenais le plus de plaisir. Donc, ça fait quand même un shoot d'adrénaline parce que, par exemple, j'ai couru au championnat d'Europe. C'est quand même des stades où il y a 80 000 personnes. C'est énorme. Je m'entendais même pas respirer pendant que je courais. Non. Tellement les gens hurlaient, ouais. Parce qu'en fait, la championne d'Europe en titre était allemande, ça s'est passé à Berlin. Et en fait, les gens étaient survoltés. Et les Allemands, en plus, ils rigolent pas avec le sport et tout, ils sont au taquet. Ah, ils rigolent pas en général. Ils sont pas connus pour rigoler. Et en plus, c'était le stade qui a été construit Par, bien par sûr, le fameux. 1936. tout Alors ça. ça, ils savaient construire des stades par contre. Voilà, ça, voilà. On va enchaîner avec. On va enchaîner. Non mais justement, on va enchaîner avec un sujet sérieux parce que on se connaît avec Emma parce que tu m'as interpellé sur Insta. C'était au moment où la France entière célébrait Jimmy Gressier, qui venait d'être sacré champion du monde de 10 000 mètres, alors qu'il a des histoires, des MeToo, des histoires de violences sexistes et sexuelles. Ouais. Et tu m'as dit, tiens, personne n'en parle. Voilà, il est célébré comme un héros et finalement la cause n'avance pas tellement. Et c'est pour ça que je t'ai dit, justement, viens en parler. Comment t'expliques que quasi personne, je vais dire, parce qu'il y a eu quand même des posts Instagram, mais c'était léger,
En tout cas, dans les médias mainstream, personne n'a relevé ça. En tout cas, quand tu tapes son nom Ouais. sur Google, c'est assez typique. Ouais. C'est pas les premiers articles qui apparaissent sur lui. Il y a son palmarès, à quel point il est super et que sa région l'adore. Et c'est après, en fouillant, que tu peux. Alors que c'est entendre public, parler. oui, voilà, il y a une enquête en cours, etc. Ouais, Bah, il y a le premier élément que je vois, c'est que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une annonce comme quoi l'affaire avait été classée sans suite de Ok. Jimmy Gressier. Moi, j'ai des rapports très nombreux avec la plaignante qui m'a dit qu'elle avait eu un appel il y a quelques mois lui disant en gros que l'affaire était toujours en cours, l'enquête préliminaire était toujours en cours. Donc je pense que lui, il a joué, ou en tout cas l'équipe autour a joué sur cette ambiguïté, sur est-ce qu'il y a classement sans suite ou pas. Et la deuxième chose, qui est une raison beaucoup plus systémique, c'est que en fait, c'est toujours la même chose qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a des champions qui sont érigés un peu en héros de la nation, et donc on considère que c'est ça qui compte en fait. Et les histoires derrière de violences sexistes et sexuelles, il y a toujours un peu le doute, est-ce que ça s'est passé, est-ce que ça s'est pas passé, même si ça s'est passé, est-ce que c'est si grave que ça? En fait, ce qui compte, c'est de célébrer le héros. Et donc ça, c'est quelque chose de systémique qu'on retrouve énormément dans le sport et ailleurs. Mais dans le sport, il y a vraiment ce truc de les médaillés, les Jeux Olympiques, on a regardé ça avec des yeux émerveillés. En fait, on se rend pas compte de tout ce qu'il y a derrière. Justement, on est là pour en parler jusqu'à 20h, donc c'est très bien que tu aies accepté l'invitation. On va se retrouver après une petite pause musicale, l'occasion de saluer Christian Zonta, qui est notre programmateur musical justement, et qui a bien du mérite. Entre Pierre-Emmanuel qui veut passer que du Sardou et moi que du Mano. Juliette, est-ce qu'il a tranché, Christian, d'ailleurs? Bigre oui, et je l'en remercie. Et croyez-moi les gars, c'est pas en votre faveur. Emma, si je vais te poser une question triviale pour suite, who run the world? Girls. Voilà. Ça sera donc ni Sardou ni Mano, ça sera Beyoncé. Merci, bisous, merci. Vous êtes toujours sur Radio Nova, la dernière, Juliette Arnaud, Aymeric Lompré, Pierre-Emmanuel Barré et notre invitée, l'athlète Emma Oudiou. Et voici une autre athlète qui nous a rejoint, championne du monde de somme de mascu, tout réseau social confondu. C'est le retour de Florence Mendez. Allez, ce dimanche 16 novembre, c'est la journée mondiale de la tolérance. C'est pourquoi j'ai eu envie de vous parler de Gérald Darmanin. Alors, Darmanin est né un 11 octobre. Le 11 octobre, c'est pas une blague, qui est aussi la journée internationale de la fille. Voilà. Darmanin qui fête son anniversaire le jour de la fille, c'est comme si Bertrand Cantat fêtait le sien le jour de la Saint-Valentin. Voilà, comme quoi, le hasard, c'est comme les parents de Gérald, il fait pas toujours bien les choses. Et en parlant des parents de Gérald, son père s'appelait Gérard. Eh oui, Gérard Darmanin, il a changé une lettre, c'est vrai que ça aurait fait bizarre s'il avait appelé son fils pareil, mais je trouve que Gérard, ça aurait bien illustré son côté Miller ou Depardieu. Bon. Tout le monde sait que son deuxième prénom, c'est Moussa, qui signifie sauver des eaux, soit l'exact contraire du prénom Grégory. Et sauver des eaux, quand t'as des origines algériennes, ça va pas forcément de soi à Paris. Bon. Car oui, Darmanin a du sang algérien qui coule dans ses veines, mais en tant qu'ex-ministre de l'Intérieur, il a sûrement un peu de sang algérien sur les mains aussi. Il a vite grimpé les échelons, Gérald, et pas que les échelons d'ailleurs. C'est un sacré grimpeur, hein. S'il a de la corne sur les mains, c'est pas à cause de sa passion pour les via ferrata. Quand il a débuté en politique, ses positions étaient celles d'un catho tradi à tendance intégriste. En 2008, il a collaboré au mensuel Politique Magazine, et collaborer, c'est le bon terme, hein, vu que c'était un torchon d'extrême droite. Darmanin, il suce les gros fachos comme s'il faisait un cosplay d'Eva Braun. Bon. Dernièrement... Oui, on va peut-être avoir une deuxième plainte, on va pas... Voilà. Bon. Dernièrement... Dernièrement, il a fait parler de lui parce qu'il a rendu visite à Nicolas Sarkozy en prison. Alors, le garde des Sceaux qui rend personnellement visite à un délinquant notoire, c'est une terrible menace pour les juges. Enfin, pour la justice, même si on sait que Darmanin, il a du mal à se contenir face à une personne en robe. Il a même déclaré, si Nicolas Sarkozy avait été blessé ou tué en prison, qui était responsable? Bah toi, mon GG. Comme t'es responsable des gens qui meurent ou se suicident en prison à cause des conditions de détention inhumaines. J'aurais bien aimé qu'il y reste en prison, histoire que certains détenus lui fassent comprendre la notion de non-consentement. Et là, vous allez me dire, oui, Florence, la justice a tranché, il a bénéficié d'un non-lieu. Alors oui, mais la Cour européenne des droits de l'homme a décidé de se pencher sur le manque d'indépendance de la justice dans ce procès. Pour rappel, il y a d'abord eu une affaire pour des faits remontant à 2009, puis la deuxième, quand il était maire de Tourcoing, quand il s'est pris pour Stéphane Plaza. Pour le côté agent immobilier comme pour le côté harceleur.
Le pire, c'est que Darmanin a reconnu les rapports sexuels. Ça devrait le disqualifier. Au lieu de ça, il est ministre de la Justice. Ben allons-y, alors foutons Morandini à la protection de l'enfance et le Squarneck à la santé, voilà. Darmanin, il devrait être ministre de la culture du viol, ouais. Alors... Macron l'a évidemment défendu. Il a déclaré il y a une relation de confiance d'homme à homme. C'est sûr qu'avec Darmanin, c'est plus simple quand t'es un homme. Hein. Si la religion, c'est l'opium du peuple, pour Darmanin, la politique, c'est son GHB. Il y a d'autres saloperies, hein. J'ai pas le temps de les rappeler toutes. Il a par exemple refusé de marier des couples homosexuels quand il était maire. Il pige pas que des gens du même sexe puissent s'aimer. Il pige pas non plus que les gens du sexe opposé puissent ne pas l'aimer du tout. Enfin. Et évidemment, il y a eu Sainte-Soline et les violences policières. Souvenez-vous, il était ministre de l'Intérieur à l'époque. Vous avez vu les scandales policiers récemment, c'est fou, des viols, des mutilations, des meurtres. La police, c'est Daesh avec la sécurité de l'emploi. Florence Mendes. Merci Florence. On retrouve en spectacle le 21 novembre à Cournon d'Auvergne, le 5 décembre à Grenoble, 10 janvier Saint-Étienne, le 6 mars à Cholet. Mais quelle tournée! 19 mars à Lyon et toujours ton excellent roman Accident de personne. Avec un Gérald dedans. Avec encore, ils sont partout. On est toujours avec notre invitée, l'athlète Emma Oudiou. On parlait de violences sexistes et sexuelles, les fameuses, malheureusement, VSS. Est-ce que tu peux nous parler, Emma, de ce qui t'est arrivé à toi? Oui, donc moi j'ai vécu des violences sexuelles de la part d'un entraîneur de l'équipe de France. Donc j'avais 19 ans, c'était à des championnats du monde aux États-Unis. Et en fait, ce qu'il faut retenir, je pense, de cette histoire et qui arrive dans beaucoup d'autres histoires, c'est des choses qui sont assez récurrentes dans le sport, à savoir que moi j'étais très loin, j'étais jeune déjà, avec un entraîneur qui avait une 50aine d'années. J'étais donc à l'autre bout du monde, j'étais seule, j'avais pas mes parents, et j'étais dans un contexte où j'étais très stressée parce que c'était juste avant ma première finale mondiale. Et je pense qu'en fait, ils savent très bien à quel moment ils peuvent se montrer violents. Et donc, ouais, ça a été difficile et ça a été le début de mon engagement pour faire en sorte de faire évoluer les choses par rapport à ces questions-là. Juliette? Cet entraîneur, il a eu national, il a eu un classement sans suite, parce que tu as porté plainte, il y a eu un classement sans suite. Et c'est un truc qu'on entend... vachement qui revient dans les médias, même tout à fait mainstream. Un classement sans suite, à aucun moment, ça veut dire que la personne est innocente. Tout à fait. Il y a eu donc ce classement sans suite. En général, on entend les gens dire « Ah oui, il a été innocenté ». Bah non, ça n'a rien à voir, comme Jimmy Gressier tout à l'heure qui dit ça a été classé sans suite. Bon, il y a en plus, lui, voilà. Lui, on sait même pas il y a un doute là-dessus. J'ai été innocenté. Non, les gens ne sont pas innocentés dans ces cas-là. Il y a eu également des commissions disciplinaires de la part de la Fédération française d'athlétisme. Il a été suspendu 6 mois, puis il est revenu. Là, il est de retour en équipe de France. Allez, monsieur. Voilà. Ah oui. Tant qu'à faire, il est de retour en équipe de France. À s'occuper de jeunes femmes, de jeunes femmes et qui courent, qui continuent à haut niveau, etc. Et donc, ouais, c'est dur. Et ce qui est dur aussi, je trouve, c'est la réaction de la fédération par rapport à toute cette histoire. Il y a eu une enquête parlementaire il y a quelques mois maintenant pour pouvoir faire clarifier ce qui se passe un peu dans les fédérations par rapport à tout ça. Il a été dit clairement qu'il y avait toujours de l'omerta, du silence. Donc moi, j'ai parlé dans cette enquête parlementaire. La Fédération française d'athlé a entendu ce que j'ai dit. Et en fait, je me suis fait défoncer par le président de la Fédé d'athlé, qui n'était pas au courant du dossier. On voit que la présidente de la commission essaie de lui poser des questions. En fait, il n'y connaît rien. Et c'est ça aussi qui est violent. En fait, c'est une double violence. C'est déjà ce qu'on a vécu. On essaye de se battre par rapport à ce qui se passe. Et en plus de ça, de manière institutionnelle, il y a une violence derrière, Moi, j'ai aucun soutien de la Fédé aujourd'hui. Et en fait, on se retrouve à se battre face à ces gens-là qui travaillent dans des bureaux, qui sont très éloignés de ces réalités-là, en fait, qui en ont rien à faire. Pour eux, c'est rapporter des médailles, faire des performances, faire des records, exister aux Jeux Olympiques. Le reste, ils s'en foutent, en fait. Et toi, ça t'a coûté ta carrière de sportif, puisque tu as arrêté suite à ça? Ouais, j'ai arrêté, donc quelques années après, j'ai continué la carrière, mais pas que par rapport à ça. C'est vraiment, en fait, un ensemble. Et quand je parle des VSS, je parle aussi des autres types de violences qui existent dans le sport, à savoir les violences psychologiques, les violences physiques, qui sont extrêmement répandues. C'est 65% des sportifs qui vivront des violences psychologiques dans le sport avant leurs 18 ans. Enfin, c'est énorme. Dans le sport de haut niveau ou dans le sport? Dans le sport en général, même dans le sport amateur. Voilà. Tu peux nous donner un exemple de ce que c'est qu'une violence psychologique?
Ouais, très simple dans le sport, notamment dans le sport de haut niveau, c'est t'es nul, tu vas pas y arriver. Mais en fait, si tu n'y arrives pas, c'est que t'as pas assez de mental. Ça, je l'ai beaucoup Donc, entendu. le aussi. rabaissement. On va te rabaisser, on va t'humilier. Il y a des coachs qui vont mettre en place de l'emprise sur des athlètes parce qu'en fait, c'est le coach qui est plus âgé, qui est un homme, qui est un peu tout sachant aussi. C'est mon coach, en fait, ma carrière est entre les mains de ce coach-là. Je lui fais confiance, donc il a un peu tous les droits. Et c'est tous ces phénomènes-là qui font que dans le sport, on retrouve des violences qui sont de toutes sortes et extrêmement présentes. Vas-y, Juliette. Mais alors, ça veut dire que on a des très jeunes gens, parce que 10 ans, l'âge auquel tu parles, Ouais. à mes yeux en tout cas, c'est extrêmement jeune. Ça veut dire qu'on est en fabrication. Il y a un coach qui peut être un pervers potentiellement. Il n'y a pas d'autres adultes qui sont censés avoir un œil, dont c'est le métier, qui sont censés avoir un œil sur ce que fait le coach. Très peu. Il y a très peu d'inspections, je pense à l'inspection dans l'éducation nationale, ça existe quand même. Très peu. Il y a une cellule de signalement maintenant qui a été mise en place par le ministère des Sports très récemment, ça date de 2021, donc c'est quand même extrêmement récent, suite à toutes ces affaires qui sont sorties. Mais sinon, avant, il ne se passe rien. Et les parlementaires, les députés l'ont très bien dit dans cette fameuse enquête. En fait, le sport, c'est un peu... Il n'y a pas vraiment d'organes indépendants qui pourraient regarder ce qui se passe et mettre des sanctions quand c'est nécessaire. C'est c'est le milieu du sport, c'est comme ça, c'est la grande famille du sport aussi, ça on l'entend beaucoup. Et ouais, il y a des choses qui se mettent en place, mais c'est très lent. Mais en sachant quand même que la famille, justement, c'est aussi un lieu de violence extrême. Bien sûr. Donc c'est complètement con. Mais bien sûr. C'est bien dit, du coup, là. C'est vraiment la grande famille du sport. Ouais. Donc voilà, donc ils savent ce qu'ils disent en fait. Ouais. Florence, tu avais une question ? Ouais, je crois que ce qui est super important en matière de VSS, c'est que beaucoup dans les affaires, on entend qu'il y a d'autres femmes qui ont témoigné, qui ont dit « moi pas du tout, avec moi ça s'est très bien passé ». Et je crois que ce soit avec l'affaire des sportifs, des humoristes, des acteurs, etc., c'est important de montrer que c'est souvent ces prédateurs-là, c'est pas avec toutes les femmes qui vont agir. Ils vont agir avec certaines qu'ils estiment moins parce qu'ils les épousent pas, ils les fécondent pas, ils les engendrent pas, parce que elles sont vues comme moins dignes de respect. Et donc, le bon comportement d'un homme avec une femme ne signifie pas qu'il va bien se comporter avec les autres femmes. Et je crois que c'est aussi important que les autres victimes puissent l'entendre. On a besoin vraiment d'un maximum de témoignages sur toutes les affaires pour pouvoir montrer que, oui, peut-être qu'ils sont nickel avec les filles avec lesquelles ils sortent, mais pas avec les autres. Ouais. Et en même temps, c'est tellement difficile pour les filles de parler. Je comprends que... Voilà, j'ai connaissance de certaines choses, de certaines victimes qui n'osent pas parler, mais parce qu'en fait, quand on voit le traitement qui est fait, comment nous on a été traités, comment plein d'autres ont été traités, en fait, pourquoi on parlerait ? En fait, on a tout à perdre à parler, et c'est très difficile. Merci Emma, en tout cas, d'avoir le courage de l'avoir fait. Merci pour ça. Et reste avec nous, on est ensemble jusqu'à 20h. On va se retrouver juste après une petite pause publicitaire, parce que nous aussi, c'est la compétition fait rage entre quelle marque accélérera le plus notre chute dans la surconsommation. La dernière. Nova. Vous êtes toujours sur Radio Nova, la dernière. Juliette Arnaud, Aymeric Longcret, Pierre-Emmanuel Barré, Florence Mendes qui est restée avec nous. Et notre invitée, la très sportive et très engagée, Emma Oudiou. Il y a un sport dans lequel les médias dominants sont très très forts, c'est le chouinage artistique. Mais je tiens à dire que des fois, il y a de bonnes raisons. C'est la panique morale de la semaine. La France a peur. Alors, je suis désolé parce que d'habitude, dans cette chronique, on parle beaucoup d'islam. Alors, c'est vraiment la thématique principale. C'est un peu le Viagra de l'éditorialiste en manque de sensations. Sur CNews, par exemple, ils vont jamais à Disneyland. Bon, déjà parce qu'il y a Aladdin, mais c'est parce qu'ils ont juste à rentrer dans un kebab. Et c'est la maison hantée pour eux, voilà. Mais ça ne doit pas nous éviter quand même de parler des autres périls qui menacent la nation. Par exemple, les filles qui ne veulent plus mettre de soutien-gorge. Alors ça, merde. Voilà, je sais, ça vous choque. C'est tout simplement scandaleux. Heureusement qu'il y a RMC, on veille sur RMC. Et quoi de mieux qu'un mec pour donner son avis sur le sujet. Ne pas mettre de soutif. Moi, je me vais comme tu veux. Mais en fait, si j'étais une femme, moi, je mets un caleçon parce que c'est plus pratique, c'est plus agréable. Mais nous aussi, on met des culottes. Non, mais je veux dire, après, je pense que si les soutifs ont été inventés, c'est parce que ça a une certaine utilité, de la même manière que les caleçons ont été inventés. Oui. Juliette, elle est là. Bah oui, réfléchis. Les soutifs, c'est le caleçon de la gonzesse, c'est pareil. C'est quand même pas pour rien qu'on l'a inventé. Hein. Certainement des mecs qui l'ont inventé, d'ailleurs. Voilà. Ingrate. Il y a des gens qui sont morts pour que vous ayez le droit. Moi, je sais pas pourquoi je m'énerve comme ça. Terrible.
Terrible, ces femmes qui veulent s'habiller comme elles veulent. C'est pas la liberté, ça m'énerve. C'est les jeunes, ça, surtout. Hein. Ces jeunes, on va peut-être les mettre avec nos grands-parents qui, eux, ont fait la guerre. Oh. Non. C'est pas parce que t'as pas fait la guerre que Ouais, bah oui, mais t'es obligé de mettre un soutien-gorge, excuse-moi. C'est pas parce que t'as pas fait la guerre que tu es obligé de mettre un soutien-gorge. Cette phrase existe en 2025. Important de le rappeler quand même. Autre sujet d'importance capitale, ils veulent supprimer la vente d'alcool à la buvette de l'Assemblée. Ah oui. Vous avez vu ça? Bon, alors, qui est-ce qu'on appelle à la rescousse? Au royaume de Rabelais, on ne badine pas avec l'hygiénisme. Le rapport Dieu dépucé donc ammoniste, c'est Génération.s, etc. Emmanuel Duplessis, sur le train de vie de l'État, eh bien, il veut donc interdire l'alcool, la vente d'alcool à la buvette. Voilà, Elisabeth Lévy, bien sûr, vous l'avez reconnu. C'est toujours bien d'interroger les gens dans leur domaine de compétences. Il y a un sujet consanguinité, hop, Philippe de Villiers. Il y a un sujet Margaret Thatcher, mais sans le charisme, hop, Laurent Wauquiez. À propos de Wauquiez, cette semaine, c'est encore la guerre avec Retailleau, et ça énerve beaucoup les auditeurs d'RMC. Hein. Ah, moi je suis furieuse. Terminé, je ne voterai plus jamais LR. Wauquiez, ce qu'il a fait hier, uniquement pour se venger de Retailleau, excusez-moi, pour moi c'est une ordure. Je suis furieuse. Enfin, disons que vous êtes en colère, mais on ne peut pas qualifier Laurent Wauquiez d'ordure. À vérifier quand même. Hein. Bah, vous mettez une cravate à une bouche d'égout, ça reste quand même une bouche d'égout. Hein. Bah, voilà. Bon. De toute façon, il faut faire gaffe à tout. Il faut faire gaffe au racisme qui monte dans la société. Je vous parle bien sûr du vrai racisme. Vous savez à quel point c'est dur d'être blanc en France en 2025. On devient la nouvelle minorité. C'est un sujet très tabou. C'est ma vision de l'état de la France. Parce que statistiquement, c'est faux. Si vous le dites. Oui, après voilà. C'est une question de point de vue. Ça dépend de là où on se place. Hein. Voilà, chacun ses angoisses. Moi, c'est les licornes, par exemple, mon angoisse. Et il y en a de plus en plus. Alors évidemment, elles sont malines, les licornes. Elles se déguisent. Elles mettent des déguisements. Par exemple, un peu des déguisements de Vanessa Paradis. Ah! Il y a une licorne qui est là! Excusez-moi, j'ai fait le cours Florent, c'est pour ça. J'ai l'impression que ça ne me réussit pas de parler d'autre chose que d'islam. Heureusement, il y a Paul Amar. En fait, c'est un poison qui est distillé par les frères musulmans. On les appelle les frères musulmans, associés à d'autres frères qui sont les frères gauchistes. C'est tout simplement cette fraternité, entre guillemets, de la terreur. Ça va mieux, la fraternité de la terreur. Ah, là, on se sent mieux. Voilà, là, on est bien. Ah, ça me fait plaisir. Là, on est sur nos bases, là, on est sur nos appuis. Allez, cœur avec des soutifs et à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique en direct du déclin de la civilisation. Inch'Allah. Merci Guillaume, merci beaucoup. Et ça tombe bien, je vais pouvoir rebondir sur le début de ta chronique avec Emma Oudiou. Je voudrais qu'on fasse, notre invité, je voudrais qu'on fasse un point la mode. Donc les femmes, ça serait mieux qu'elles mettent des soutifs. Et quid des vêtements des athlètes femmes? Ça, c'est un gros sujet. Il y a... Là, récemment, en gymnastique, les gymnastes ont le droit de porter des shorts et ne sont plus obligés de porter que des justes au corps qui leur rentrent dans les fesses. Donc, on avance, c'est très bien. Et en athlé, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de règlement particulier, mais on se rend compte que beaucoup d'athlètes féminines portent quand même la brassière et la culotte, dû à la pression, dû au fait que, en fait, si tu postes une photo sur tes réseaux sociaux où tu es en brassière culotte, tu auras beaucoup plus de likes. Plus tu as de likes, plus tu as de visibilité. Plus tu as de visibilité, plus tu as des sponsors. Donc vraiment, c'est terrible. Ah oui, c'est aussi simple que ça. Ouais. Je croyais que c'était réservé aux actrices. Et pas du tout. Aux actrices. Les actrices, c'est pareil. En gros, on embauche les gamines selon leur... maintenant, elles passent des castings. Elles ont fait des études et tout ça. Elles sont plus ou moins brillantes. Non, et on vérifie leur Insta et le nombre de cas qu'elles ont. Non, c'est hyper présent dans le sport. Plus tu as de visibilité, plus tu as de chances d'avoir des sponsors. Et du coup, il y a une vraie disparité entre des athlètes qui vont répondre au code de beauté et des athlètes qui ne vont pas le faire. Il y avait une athlète, par exemple, qui faisait du lancer. Et j'étais choquée de voir à quel point je gagnais mieux qu'elle. On avait le même sponsor et je gagnais mieux qu'elle parce qu'elle, elle n'était pas considérée comme belle et donc elle avait un contrat tout pourri alors qu'elle était excellente, qu'elle avait des résultats, elle avait des meilleurs résultats que moi, quoi. Et ça existe encore énormément, ouais. Mais alors attends, excuse-moi, je vais poser une question de néophyte, mais vous gagnez votre vie avec des sponsors? Moi, je pensais que c'était l'équipe de France, donc que tu étais censé, voilà,
bien Non. gagner ta vie en Il est- représentant la nation. Il est mignon, hein. Non, mais Ah ouais, non. je m'étais jamais posé la question. C'est quoi, les Non. équipementiers ou... Les équipementiers, les sponsors, un petit peu l'équipe de France, mais c'est vraiment pas ce qui te rapporte Ah ouais, le d'accord. plus. Et Ouais. les primes, tu as aussi des courses. D'accord. Selon comment tu es placé, tu as des primes. Mais encore une fois, il y a beaucoup de disparités dans les primes. Pareil, j'avais des homologues masculins qui avaient un moins bon niveau que moi, qui gagnaient mieux sur des primes dans certaines courses. Ok, d'accord. Et est-ce qu'il y a de la sororité dans le milieu du sport féminin? Alors, je trouve que c'est difficile. Il en existe de plus en plus. Je trouve que dans le haut niveau, en fait, c'est très difficile parce que on est tellement en compétition les unes avec les autres. On a des carrières aussi qui sont très courtes et on a une pression pour y arriver. Et il y a aussi beaucoup cette mentalité selon laquelle tu dois pas te poser de questions, tu dois foncer, t'as pas de faille et tu peux pas avoir de revendications. Et donc, tu peux pas avoir de revendications individuelles. Et donc, pour avoir une revendication collective, s'organiser collectivement, c'est hyper compliqué. Donc la sororité, elle est en cours de création et de construction, on va dire, dans le sport. Tu veux dire que les sportifs et les sportives donc sont dépolitisés? Ouais, est-ce qu'ils sont vraiment dépolitisés ou est-ce que entre vous vous en parlez dans votre milieu, mais vous n'osez pas prendre la parole pour les raisons que tu as évoquées? Ou est-ce que vraiment c'est pas du tout un sujet? Il y a des réflexions, beaucoup. Je me suis entraînée dans un gros centre d'entraînement à Paris qui s'appelle l'INSEP. C'est le plus gros centre d'entraînement en France, en gros. Et en fait, ce qui me choquait, c'est qu'en off, avec les filles, on parlait beaucoup de ce qui n'allait pas, tant sur les violences sexistes et sexuelles, mais aussi beaucoup d'un point de vue psychologique, sur les maltraitances qu'on pouvait vivre de la part des coachs, des staffs, etc. Et on en parlait entre nous, mais de là à s'organiser, à avoir des revendications, etc., franchement, on n'y était pas du tout. Et donc, il y en a certaines, petit à petit, qui décident de parler. Il y en a qui suivent, mais c'est difficile. Est-ce que c'est dû au fait que vous pratiquez en athlétisme des sports individuels et est-ce que ça pourrait être différent dans les sports co? Ouais, tout à fait. Dans les sports co, c'est différent. Je pense au handball notamment, où il y a des syndicats. Je pense à Béatrice Barbus, qui est une sociologue qui a été à la tête, on va dire, de la Fédé de handball pendant de nombreuses années. Elle a écrit un livre qui s'appelle Du sexisme dans le sport, et donc elle est très engagée sur ces questions. Et en fait, ça se voit, ça découle sur le reste de la politique de la fédération. Donc il y a des syndicats, et aussi ce qui existe dans le sport de haut niveau et moins dans des sports, notamment des sports individuels, c'est qu'en fait, il y a des moyens, il y a de l'argent. Et donc les filles ne sont pas en précarité autant que dans des sports individuels où en fait, juste essaie de survivre et t'as pas le temps de te politiser à côté. Et donc, ça existe beaucoup dans le hand, beaucoup dans le foot. Et ce qui existe aussi, c'est que c'est des figures qui ont un poids médiatique. Et donc, vu qu'elles ont un poids médiatique, elles savent qu'elles vont être écoutées, ce qui est très difficile dans des sports un peu moins connus, on va dire. Puisqu'on parlait de poids médiatique, c'est une transition toute trouvée vers la séquence qui suit. Médiatique. J'ai bien précisé médiatique. Ah oui. Oui, pas de ça chez nous. J'avais vraiment entendu le gros. Non, pas du tout. Pas du tout. Je parle en termes de volume de followers. Ah oui. Ah oui. Puisque Emma, tu nous dis beaucoup de choses très intéressantes, mais tu ne nous dis pas tout. Oui. Heureusement qu'Emeric est là. Voici donc ce que vous ne savez pas sur l'invité et que même l'invité ne sait pas sur elle-même. Breaking news. On vient de l'apprendre à l'instant. Restez avec nous. Oh my fucking god! By Emeric Longray. Emma, bonjour. Elle est avec nous depuis le début. Hein, tu changes. Je recommence. Emma, bonjour. Bonjour. Je peux travailler là? Alors aujourd'hui, dans ce que vous ne savez pas sur l'invité, et elle non plus, nous allons parler un peu de moi. Car il est vrai que je me livre très rarement sur mon parcours personnel et mes émotions. Il faut savoir qu'étant poisson et gaucher, je suis une vraie boule de sensibilité. Souvent, l'on dit de moi que je suis drôle et bon vivant. Mais... Pardon. Souvent, l'on dit de moi... Oh. Allez, là. Souvent... Le saviez-vous? T'as rien dit. Oui, excuse-moi. Guillaume, il a un cœur de pierre, il est sagittaire. Parfois, Guillaume, pour s'occuper, il décapite des crevettes à la bolle. Je dis tout. Le saviez-vous, mais moi et Emma, en fait, on a un point en commun. J'ai moi-même été un champion d'athlétisme. Ah oui? Riez. Mais non, c'est la vérité. 2009, deuxième au cross intercollège de Tourcoing. Waouh. Ouais, c'est vrai. C'est la vérité. Non, c'est vrai. Merci. C'est Darmanin qui m'avait remis la médaille. Si, je te jure. Félicitations, monsieur Lompré, félicitations.
Je sais faire qu'un politique, c'est Sarkozy. Après, j'ai arrêté la course pour me spécialiser en vue des JO de Londres dans le décathlon. Je me suis... Non, c'est vrai. Après, j'ai fait Zara, Nature et Découverte et McDo. C'est aussi une émission d'humour. Alors Emma, on s'est jamais croisés sur les compétitions Non. C'est dommage. Ouais, parce que j'ai pas fait de compétition en fait. Après, j'ai pas choisi le plus facile non plus. Hein. J'aurais pu choisir comme les trous du cul, l'aviron là. Ah, les nulos. Non mais le décathlon, il y a 10 épreuves. Hein. Le 100 mètres, le 100 hauteur et à chaque fois, je m'arrêtais à la deuxième épreuve, moi. En fait, je me blessais toujours au 100 hauteur, je prenais mon élan à fond, tu sais, je fonçais à toute berzingue comme ça, et puis j'étais à plus de 10 km/h. Hein. Le paysage est défilé comme ça, et après, paf, la barre dans la gueule. Tout le monde était là. Alors, Emmerich, il est passé au-dessus ou il est passé en dessous? Il est passé dedans, là, Emmerich. Alors, c'est vrai qu'après tous ces accidents, j'ai développé un front très solide qui me permet d'emmagasiner. Si vous voyez comment j'ai écrit emmagasiner. Putain, 100 points au scrap. Voilà. Non mais voilà, maintenant je suis très intelligent et grâce à ça, je sais dire plus de 3 chiffres après la virgule du chiffre pi, donc... Mais même ton ordinateur, il écrit mal. Mais en tout cas, sachez qu'Emma, votre carrière est à couper le souffle. Merci. Et je vous félicite pour ce... Ah, c'est bon, ça va. Toi, ton soutien, je m'en passerai bien. Alors, non. Not all. Bon. Au nom de la Fédération française d'athlétisme, Emma, parce que je suis encore à la Fédé, moi, je fais la buvette. Alors, au nom de tous les gens de la Fédé, les auditeurs de la dernière, qui eux aussi ont tourné le dos au sport, nous vous applaudissons, Emma. Merci. Bravo. Merci, Emmerich. C'était tout ce que vous ne savez pas sur Emmerich Lomprey. Oui. Et que même Emmerich Lomprey ne savait pas lui-même. J'avais pas eu le temps d'écrire. Non, mais c'est parfait. Pardon. Les autres fois non plus. Hein. Non, ouais. Merci pour ça. Emma, on a parlé de sport. Qu'est-ce qui te motivait comme musique avant les compétitions? Stevie Wonder. Stevie Wonder. Eh ben alors ça tombe bien. Attends, quelle chanson de Stevie Wonder? Superstition. Mais bien sûr. Mais of course. Incroyable. Évidemment, mais on va pas écouter ça. Ah, bah, je suis désolé. Oui, oui. C'est pas nous qui décidons. Mais non, c'est pas alors. Bon. T'as vu comment ils sont chiants aujourd'hui? Ah, mais merde. Surtout ceux de devant, là, les voisins de Guillaume. Non, c'est eux les voisins, Là, vous. On est à l'antenne. On va écouter le groupe australien Tame Impala qui vient de sortir le titre Dracula. Et dedans ce titre, il y a un vers que j'adore en anglais qui dit, je vous le dis en français, la lumière du jour me fait sentir comme Dracula. Et ben ça, Emmerich Lomprey, il aurait pu l'écrire. Vous êtes toujours sur Radio Nova, la dernière, Juliette Arnaud, Emmerich Lomprey, Pierre-Emmanuel Barré, notre invité l'athlète Emma Oudiou. Et il est de retour parmi nous. Celui dont le sport consiste à repérer les fake news dans le domaine de la science en général et de la médecine en particulier, le très occupé donc, Florian Gouttière. Ce soir, chronique sur le cancer. Ouais. Sur le cancer et sur le deuil. Ouais. Pour rappel, le nom complet de l'émission, c'est la dernière occasion en date de se plomber le moral. Je suis juste sur la ligne éditoriale. Ce soir, je voudrais vous parler de ces bonnes années de merde, de ces années à double, voire à triple peine, où on les cumule. La même année, tu perds ta mère, on t'annonce un cancer, et cerise sur le caca au caca. Il y a alors toujours quelqu'un pour t'affirmer, avec en plus toute la bienveillance du monde, ah ben oui, tu m'étonnes, un choc psychologique violent, c'est le prélude au cancer. J'ai quelqu'un qui m'a dit un jour, ah moi j'ai du bol, on m'a diagnostiqué mon cancer 3 mois avant la mort de ma mère, comme ça j'ai pas eu à entendre ça. Là c'est un vrai optimiste que je salue. Alors pourquoi se réjouissait-il de ne pas avoir eu à entendre ça? C'est que ce supposé lien de cause à effet, choc psychologique, cancer, c'est une petite musique que vous avez nécessairement tous déjà entendu. Il y en a plein les scénarios de films moisis. Ça a l'évidence d'un fait avéré. Mais l'épidémiologie, les stats et la biologie établissent un truc bien plus trivial. Plus on vieillit, plus la probabilité d'avoir un cancer augmente. Et plus on vieillit, plus la probabilité d'avoir un proche qui meurt augmente. L'âge auquel ces événements arrivent explique à lui seul pourquoi il est fréquent qu'une annonce succède à l'autre. Mais notre concon de cerveau aime à ne pas trop garder souvenir des fois où les proches d'un malade meurent après l'annonce du cancer, mais lance des « Ah, tu vois, je savais bien » si la mort tombe avant. Et ça semble donner du sens à une fatalité aléatoire, en dédouanant au passage plein de vrais facteurs de risque que les marchands de produits toxiques adorent. Ton cancer, c'est pas nos bidons, c'est ta mère. Alors, oui, mais attends, Florian, des maladies aggravées par le stress, ça existe.
Ah bah oui, problème de peau, problème digestif, mais le cancer, c'est pas un psoriasis. Et on peut discuter des recherches sur la façon dont le stress chronique peut altérer à long terme la balance hormonale et certains équilibres biologiques, ou contribuer à compliquer des pathologies existantes. Mais en fait, dans le scénario de la cancérogénèse psychosomatique, le truc qui fonctionne juste pas du tout, c'est qu'un cancer, de ce qu'on peut tâter, voir à l'imagerie là, ils mettent vachement de temps à apparaître, avant de devenir cette tumeur détectable. Bah, au tout début, c'est juste une cellule de 5 millièmes de millimètre qui se dit un jour « La croissance infinie dans un organisme fini, je vois pas le problème, et je veux me dupliquer sans fin, laissez-moi proliférer au détriment d'autrui, et vas-y que je contourne les systèmes de régulation de l'organisme, et vas-y que je mets des 49.3 cellulaires pour avoir le droit de faire ce que je... » Je m'égare, mais pour que notre ridicule cellule autocrate devienne une légion de clones assez grosse pour être détectable par palpation, scanner ou doigt dans les fesses, il se passe souvent de l'ordre de 5 années. Le phénomène à l'origine d'un diagnostic posé en 2025 a débuté quand vous écoutiez par Jupidémie sur France Inter que l'Ukraine était encore une destination touristique et que le Premier ministre était Édouard Philippe, ou au mieux, enfin façon de parler, Jean Castex. Un récent décès ne peut y être pour rien. De vrais liens de cause à effet sur le sujet, je peux vous en donner. Chez certains, la perte d'un proche amène à avoir un sursaut d'inquiétude pour sa propre santé, occasion pour leur médecin de dire « Sous Édouard Philippe, une de vos cellules s'est sentie bien macronienne ». Il arrive à l'inverse, et c'est plus grave qu'avec le deuil, vous cessiez de vous intéresser à votre propre santé, que vous repoussiez par trop les visites de contrôle, et qu'on vous fasse ce topo sur la cellule macronienne en 2028, quand la tumeur ressemblera par la forme, l'aspect et l'odeur à un petit imbriclon près. Retard diagnostic, mauvais pronostic. Mauvais pronostic pour moi après l'émission. Mais... alors pourquoi notre concombre de cerveau est à ce point enclin à penser qu'un choc psychologique fait popper le cancer? Alors c'est pas arrivé tout seul. Ce mythe circule depuis 40 ans et donc pas merci à un Allemand nommé Reich Gerd Hammer, mort il y a 8 ans, il aurait pu le faire avant, ça aurait été sympa. Bref, en 1979, un an après la mort brutale de son fils, notre Reich Hammer se découvre un cancer des testicules et il se dit « Deuil du fils, cancer localisé dans une partie du corps liée à ma parentalité, ça fait un lien !» Ténu, oui, mais ça lui suffit pour pondre sa théorie qu'il confirmera très scientifiquement en faisant un rêve où son fils lui dit que c'est vrai, voilà, c'est ça la science de Hammer. Mon fils lui dit c'est vrai en rêve. Et le gonze, qui n'a jamais étudié la cancérologie, ça va sans dire, pousse le truc plus loin, en affirmant gratos que vu que, dans ses rêves, le cancer naît du psychisme, l'inverse est vrai aussi, que si on résout ces troubles psychologiques, le cancer disparaît, pouf, logique. Une bonne théorie de ses couilles, du coup. Nul besoin de vous dire à ce propos que Hammer, lui, s'est fait ôter sa tumeur, par la chirurgie, pas en y pensant fort, pas fou l'escroc. Hammer a sévi dans toute l'Europe en quête de gens suffisamment désespérés pour se faire convaincre qu'avec un peu de volonté, leur tumeur disparaîtra et que si elle disparaît pas, c'est qu'ils veulent pas assez fort. Quoi, tu prends des médocs? Mais ça veut dire que t'assumes pas que c'est psychologique. Lâche ces comprimés, voilà, c'est dans ta tête. Et lâche l'argent aussi, ça c'est dans ma poche. Hammer, c'est le mec qui a réussi à culpabiliser les malades d'être malades et à leur faire abandonner leur traitement. Quant à le cancer, ce mec, c'est le cancer du cancer. Alors, Hammer a eu plein de patients et s'il est exact qu'aucun d'eux ne s'est jamais plaint, c'est comme l'ont prouvé moultes enquêtes, qu'on ne se plaint pas trop quand on est mort. Un certain nombre d'émules de Hammer sévissent encore, et même en France, ils sont heureusement peu nombreux, mais s'ils croisent le chemin d'un de vos proches, voilà, c'était la dernière occasion en date, non pas de se plomber le moral, mais de penser à garder le lien avec vos proches. Et pour conclure sur ce sujet du choc psychologique et du cancer, je dirais, camarade, ne propage plus ce mythe mortifère, prends soin de tes parents ou de tes compères, reste solidaire, va niquer Hammer. Florian Boutière, merci Florian. Donc je conseille le livre d'ailleurs, Médecine alternative, qu'est-ce qui marche aux éditions Les Arènes. Emma Oudiou est toujours avec nous. Est-ce que, tiens, tu avais des petites superstitions quand tu étais sportif de haut niveau? Oui. Quand je faisais mes lacets, il fallait que je les fasse dans un bon ordre et que je les rentre dans la chaussure du même côté. Et tu avais constaté que si tu faisais pas ça, c'était foutu? Non, ça changeait rien, mais ça me rassurait. Moi, j'avais les mêmes tics aussi, moi, avant. Quand tu as gagné le cross à Tourcoing, c'est grâce à ça, certainement. Et puisqu'on parlait de santé avec Florian, et tu as parlé un petit peu au début de l'émission de santé mentale. Quel est l'état de la santé mentale des sportifs de haut niveau aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une prise en charge? On a l'impression, nous, vu de l'extérieur assez loin, que c'est quand même un sujet aujourd'hui. Ouais, de plus en plus, il y a des séries qui sortent sur le sujet. Il y a des sportifs qui en parlent de plus en plus. Je pense à Camille Lacour qui a parlé du fait qu'il avait fait une dépression après avoir arrêté sa carrière. Donc c'est
pris en charge, on va dire, de mieux en mieux. Enfin, ça se développe, mais il y a quand même toujours ce mythe du champion, de la championne qui n'a pas de faille. Et par rapport à ce que tu disais, il y a aussi tellement cette pensée selon laquelle il faut vouloir suffisamment pour y arriver dans le sport. Ouais. En fait, si tu n'y arrives pas, c'est ta faute, c'est que tu n'as pas voulu suffisamment, c'est que tu t'es pas suffisamment entraîné. Et donc, il y a une pression psychologique qui se crée de fait et qui... par ricochet, va créer des problèmes psychologiques et de santé mentale chez pas mal d'athlètes. Bon, merci beaucoup, en tout cas, Emma, et puis merci Florian pour cette chronique. Est-ce que ce qui suit va pas arranger votre santé mentale ? Vous l'avez compris, ce qui suit, c'est la publicité. La dernière. Nova. Vous êtes toujours sur Radio Nova, la dernière. Juliette Arnaud, Aymeric Longpré, Pierre-Emmanuel Barré et Florian Gouttière qui est resté avec nous, et toujours notre invitée, la championne engagée Emma Oudiou. Lui, il est champion aussi, à sa manière. Il est numéro 1, l'humoriste le plus écouté des flics, l'ennemi public numéro 1, Pierre-Emmanuel Barré. Arrêtez, chut. Mais arrêtez, merde. Mais vous êtes complètement malade. Mais vous êtes malade. Mais arrêtez enfin. Arrêtez enfin. Mais ça va pas la tête. On est dimanche, en pleine saison de la chasse. Ça grouille de chasseurs dehors, ils sont 1 million en France. Vous imaginez 1 million de gens avec des fusils? C'est hyper dangereux. Et vous là? Surtout psychologiquement, c'est pas les plus équilibrés d'entre nous. Hein, on parle quand même de mecs qui se lèvent le matin en disant « Ah, quelle belle journée. Si j'allais tuer des trucs aujourd'hui, moi. » Non, je comprends pas trop pourquoi c'est normalisé comme ça la chasse. Il y a 1 million de Guy Georges qui se baladent dans la campagne. Tout le monde a l'air ok, quoi. Tu regardes n'importe quelle série Netflix, tous les tueurs en série, ils commencent par tuer des animaux pour le plaisir. Hein, le futur serial killer, il attrape un chaton comme ça, il l'égorge, il l'ouvre comme ça, en prenant bien son temps, il enlève l'intestin, en haletant comme ça. Parfois, il garde la tête pour le garder en trophée chez lui, et tout le monde est là. Mon Dieu, mais il est complètement taré, ce mec. Eh ben oui. Ah oui, mais il va pas bien. Effectivement, il a besoin de soins. Mais le même mec, avec un Dacia Duster et un gilet orange, on est là, ça va, c'est un chasseur. Pardon, hein, mais ça devrait pas être dans les centres commerciaux, les armureries, ça devrait être dans les hôpitaux. Bonjour, je voudrais un fusil pour tirer sur un animal sans défense et un couteau de 25 cm pour l'achever en lui enfonçant dans la gorge et regarder la dernière lueur de vie qui s'éteigne dans ses yeux. Mais bien sûr, monsieur, je vous en prie, asseyez-vous ici, s'il vous plaît, je vais prendre votre carte vitale. Le psychiatre va passer dans quelques minutes pour votre internement d'office. C'est pas moi qui parle, hein, c'est le tableau clinique. Comportement impulsif, détachement émotionnel, manque d'empathie, toutes les cases sont cochées, le diagnostic est sans appel. Les chasseurs, c'est des psychopathes. Chaque année, il y a 30 millions d'animaux tués par les chasseurs français, enfin tués, prélevés. Hein, ils disent prélevés, les chasseurs, si ça, c'est pas du détachement émotionnel, je sais pas ce que c'est. Et attention, sur les 30 millions de bêtes massacrées tous les ans par les amis de la nature, comme ils s'appellent eux-mêmes, il y en a un quart qui provient d'élevage. Il y a 8 millions de perdrix, de lièvres, de cerfs, de daims, de lapins, de canards, de chevreuils qui ont été élevés dans des conditions atroces pour être relâchés 10 minutes dans un pré avant qu'un ordal lelandais en doudoune sans manche les exécute, comme ça. En plus, ils sont un peu déçus, les chasseurs, parce que les animaux, quand ils voient un homme, vu qu'ils proviennent d'un élevage, ils se disent « Super, il va me donner à manger !» Alors ils viennent comme ça, tout mignonnement, au pied des chasseurs, et après les chasseurs, ils se tirent dans le pied. Et ça fait bobo, hein, ouïe, ouïe, ouïe. Mais heureusement, ils regorgent d'imagination pour remettre un peu de piment dans leur passe-temps. Allez voir les vidéos du militant anti-chasse Pierre Rigaud sur Instagram, c'est fascinant. Les chasseurs, par exemple, ils ont inventé le tremplin à canards. Je vous mens pas. Je ne vous mens pas, c'est la pure vérité. Ils prennent des canards vivants, ils les mettent sur un tremplin, comme ça, et poche, ils les lancent en l'air pour pouvoir les tuer, comme ça, en vol. Hein. Ça donne très envie d'inverser les rôles et d'inventer un tremplin à connard. Catapulter un animal vivant... Catapulter un animal vivant pour lui tirer dessus, si ça c'est pas un comportement impulsif et du manque d'empathie, je sais pas ce qu'il vous faut. Et pourtant les chasseurs, au lieu de leur filer des antipsychotiques, on leur file des subventions. Hein, depuis l'élection de Macron en 2017, le prix du permis de chasse a été divisé par 2 et les subventions à la Fédération nationale des chasseurs ont augmenté de 42 000 %.
c'est rondelé. Hein, c'est rondelé, mais c'est pas très étonnant. C'est normal que les chasseurs et Macron, ils s'entendent si bien. Ils ont une passion en commun, s'attaquer à ceux qui peuvent pas se défendre. Merci de m'avoir écouté. Pierre-Emmanuel Barré. Merci Pierre-Emmanuel. Il soutient Pierre-Emmanuel. On retrouve en tournée dans toute la France et, ironie de la vie, au Bataclan, au printemps. À Paris, merci beaucoup. Et suivez aussi Pierre Rigaud sur les réseaux sociaux. Et suivez notre invitée Emma Oudiou. Tu as un Instagram qui s'appelle Sportive Engagée. Emma.oudiou. Ok. Oh là là, fallait pas du tout qu'on j'ai l'impression que patron. j'ai invité la mauvaise personne. Ah, il me semblait que tu avais un petit... Et en fait, le sous-titre, c'est Sportive Engagée. Bien, il se trompe semblait. jamais, Guillaume. Voilà. En fait. Merci beaucoup d'être avec nous. On parlait de VSS dans le sport de haut niveau en l'occurrence. Tu en as fait un documentaire. Tu n'es pas seulement athlète et engagé, tu es aussi documentariste. Pourquoi tu as eu envie de faire ce documentaire qui s'appelle Suite? Et pourquoi il s'appelle Suite? Alors, donc, j'ai voulu faire un documentaire parce que quand j'ai commencé à parler de ça sur les réseaux sociaux, donc des VSS sur les réseaux, en fait, j'ai eu beaucoup de personnes, de femmes notamment, qui sont venues me voir en DM Instagram pour me dire bah, écoute, moi aussi j'ai vécu ça, et j'ai eu beaucoup de témoignages. Et je ne savais pas trop quoi en faire. Déjà, ça m'a énormément attristée, ça m'a frustrée. Je me suis dit, mais en fait, il y a toutes ces femmes qui vivent tout ça, et on n'en fait rien. Donc, j'ai décidé d'en faire quelque chose, à savoir ce documentaire. J'ai ouvert une cagnotte sur Instagram pour en faire quelque chose de participatif. Et la deuxième question, Guillaume, c'était... Pourquoi ça s'appelle Suite? Ça s'appelle Suite parce qu'on parlait des classements sans suite tout à l'heure. Et je trouve que c'est hyper violent. En fait, classement sans suite, bah voilà, il ne se passe plus rien derrière. Toi, tu es avec ton malheur, tu as porté plainte, tu as eu tout ce processus-là qui peut être hyper douloureux, hyper compliqué, hyper violent. Sans suite, bah non. En fait, c'est pas sans suite, il y a bien une suite. Et donc, c'est pour ça que je l'ai appelé Suite. Parfait. Alors, je l'ai vu, ce documentaire. Je le recommande. Je préviens seulement, c'est un moment éprouvant. On y voit Sarah, Noémie, Elsa, Cassandre, qui sont toutes extrêmement émouvantes. En plus, elles racontent des histoires vraiment très différentes les unes des autres. Comment tu as réussi à les convaincre de témoigner devant la caméra? La tienne, en l'occurrence. Bah, c'était dur. Il y a des personnes qui n'ont pas accepté, donc pendant le processus, qui ont refusé, parce que c'est très difficile. Qui t'avaient dit oui, puis qui finalement se sont rétractés. Exactement. Et je pense qu'il y a eu de la confiance qui s'est créée, parce que j'avais déjà raconté mon histoire. Et donc forcément, elles se sont peut-être reconnues dans ce que je disais. Il y a des filles que je connaissais personnellement, notamment Noémie. Je la connaissais, je me suis entraînée avec elle pendant plusieurs années. Et j'ai essayé de le faire avec le plus de douceur et de bienveillance possible. Et il y avait une vraie volonté de leur part de faire bouger les choses. Il y avait aussi une volonté de se dire, bah, il se passe ça dans le sport, on ne nous donne pas la parole. Et c'est aussi pour ça que pour moi, c'est hyper important d'être avec vous ce soir ici. C'est parce que dans les médias, on en parle très peu, et il y en a beaucoup qu'on n'entendra jamais, jamais, jamais. Et ça me brise le cœur. Et donc, j'ai voulu donner la parole à ces femmes-là qui, elles, voulaient pouvoir poser des mots sur ce qu'elles avaient vécu et mettre une pierre à l'édifice pour lutter contre tout ce qui se passe dans le milieu sportif. Je recommande à tous les gens qui ont des enfants qui ils se disent « Ah, ça serait bien qu'ils fassent du sport, ça serait bien... » Regardez-le quand même, le documentaire avant. Ouais. Alors, vraiment, regardez-le. Il est en accès libre, on peut le dire, donc il s'appelle sur YouTube, Suite. Sur YouTube. Merci beaucoup, on peut t'applaudir pour ça. Merci Emma Oudiou pour tout ce travail et tout ce courage. Merci, reste avec nous. Dans le milieu du sport, on croise beaucoup de personnages, des salopards, des héroïnes, des lâches, des courageuses, comme dans la chronique de Juliette Arnaud. Tu nous fais chier à lire, toi. C'est pas marqué dans les livres. C'est que nous fais chier à lire tout le temps. Plus important à vivre. Dégage! Juliette Arnaud. En avant les histoires. Allez, non, je vous jure, non, allez, non, c'est pas drôle. J'ai fait un rêve abominable. J'ai rêvé de Nicolas Sarkozy en train de pousser de la fonte dans sa cellule. Bon, déjà, c'est particulier. Et alors là, en plus, toujours dans les 9 mètres carrés, arrivaient les pecs de Louis Sarkozy, les biceps de Macron, le torse nu de Poutine à cheval et les cuisseaux de Thibaut InShape. Alors oui, j'en ai bien conscience, ma psyché est fantasque. Mais pour la défense de ma psyché, elle invente rien. Toutes ces images, on les a vues
sans les réclamer. Et ça me crispe. Je la trouve pas exactement anodine, cette petite manie, à cause d'un roman particulièrement qui s'appelle American Psycho, qui à l'époque de sa sortie en 1991 a été une grosse controverse littéraire. Il était écrit par un jeune homme de 27 ans, Bret Easton Ellis, et en gros, ça raconte l'histoire d'un jeune type de 27 ans toujours, qui s'appelle Patrick Bateman, et qui le jour gagne des montagnes de pognon à Wall Street, et la nuit bute sauvagement des innocents et des innocentes. Bon, la psyché de Patrick, elle n'est pas fantasque, elle est vérolée. Il est animé, en gros, d'une haine sans limite avec, pour et dans le désordre, les pauvres, les homosexuels et les femmes. Que mes copains. Avec ses amis, Patrick, ses collègues de Wall Street, sévit une compétition acharnée, je cite l'auteur dans la préface, la surenchère et la prétention confinaient parfois à la menace, et tout ça sur des sujets mais vraiment archi passionnants, les marques de costard, le bronzage, les gros nénés des filles blondes sur talons hauts, les cartes de visite, Donald Trump, déjà, et la musculation. Il y a littéralement un chapitre intitulé « Au club de gym » où ce bon vieil obsessionnel de Patrick nous décrit par le menu chaque exercice dédié à chacun de ses muscles jusqu'à l'indigestion. Et pourquoi faire tous ces muscles ? Eh ben, la première fois, j'avais ma petite idée. J'étais jeune, j'avais 19 ans quand je l'ai lu la première fois. Je m'étais dit « Ah, Patrick, il veut un beau corps pour plaire aux filles. Il est hétérosexuel. Il veut un beau corps pour plaire aux filles et pour être aimé, pour partager. » Pas du tout. Lors d'une relation sexuelle avec sa petite amie, Patrick Bateman relève sa chemise. Et là, on se dit, pour que sa compagne, peut-être pour qu'il ait le plaisir de la caresse. Non, je le cite, pour qu'elle palpe cette dureté de statue, cet admirable sillon des abdominaux. Et il est content, Patrick, que la pièce soit éclairée, pas pour la regarder, elle, non, je le cite, car ainsi, elle peut voir combien mon ventre est finement sculpté. Est-ce que tout le monde a la référence ? Statue antique, le corps du guerrier grec ou romain, et on arrive tranquillement aux 3 tatouages en référence à la Rome antique de Louis Sarkozy. Et c'est pas bien juste pour l'Antiquité. Parce que l'Antiquité, franchement, c'est bien autre chose, mais c'est comme tout. L'Antiquité aussi, c'est aussi l'auberge espagnole. On y trouve ce qu'on y cherche. L'Antiquité, elle n'est plus là pour se défendre. Passion Antiquité et politique contemporaine toujours, avec le roman de Pauline Gontier qui s'appelle Parthénien. Dans son roman, il y a un personnage qui est un jeune type qui s'appelle Baptiste. Baptiste est un joueur expérimenté de jeux vidéo. C'est l'essentiel de sa vie, la foire et tout le reste. Et un jour, il découvre, au hasard des forums, un nouveau jeu qui s'appelle Parthénien. Une cité antique où il fait jour constamment. C'est mieux pour les insomniaques comme Baptiste. Lui, il y trouve la beauté des décors, l'adrénaline des combats, la satisfaction d'être reconnu. Jusqu'ici, vous allez me dire, rien de grave. Sauf que le chef de Parthénien s'appelle le Duce. Sauf qu'un gars nommé Tyler, comme Brad Pitt dans Fight Club, leur fournit des discours à base de 1. Vous combattrez les uns contre les autres, plus important, vous musclerez vos âmes. 2. Nous construisons ici un monde idéal, un monde viril et fraternel, à rebours de la société dégénérée que nous subissons tous. Et 3, le meilleur pour la fin, la haine est un moteur, une force redoutable qui surpasse en tout point l'amour. Elle est la vertu des surhommes. Baptiste n'est pas un idiot, mais il passe vraiment beaucoup d'heures en ligne à Parthénien. Et si Parthénien était en réalité infiltré par un parti politique, avec des projets pour la vraie vie ? Bon, la réponse, elle est dans le livre. Quant à moi, je soigne mon épitaphe. Je suis sur un « À moi, les sous-femmes, les pauvres et les homosexuels, j'ai trouvé une planque ». Juliette Arnaud. Merci beaucoup, Juliette. On retrouve en podcast, mais aussi sur Instagram. Juliette Arnaud, Pénélope. C'est bien ça. Merci beaucoup, Juliette. Petite annonce, grande annonce même à vous faire, les amis. On lance la grande tournée d'été de la dernière. Donc, écoutez-nous bien, on vient chez vous, dans la France, des territoires. Attention, Émeric, prends des notes. Du 15 juin au 15 juillet. Donc, ceci est un appel à candidature. Si vous êtes élu d'une ville de moins de 50 000 habitants, c'est notre critère, et en capacité de nous accueillir en plein air, donc conditions de sécurité, une tireuse à bière, etc. Tout le tintouin. Deux tireuses à bière. Et un toboggan. Et un toboggan. Ah, là, on est en train de... Un ventre-église. Ouais. Un ventre-église. Envoyez-nous vos candidatures à l'adresse ladernièreTournée@radionova.com. Si vous n'êtes pas élu de votre village, de votre territoire, présentez-vous, gagnez les élections et accueillez-nous ou essayez de convaincre vos élus et dites-leur qu'ils nous envoient un mail. Je rappelle l'adresse, ladernièreTournée@radionova.com.
comme. Oh là C'est bien là, entendu bien. Nous sommes toujours avec Emma Oudiou. Mais Emma, ça serait pas une chanson de Matmata? Emma, Ouais. Emma, Ouais. peut-être qu'on peut écouter ça, Juju. Non, Comme parce ça, que, ça serait... non ouais, parce que c'est pas ce que le programmateur Christian Ah. a décidé. Ah. Et je crois même que Christian, il a bien écouté ma chronique et qu'il n'a pas écouté le rédacteur en chef Ramzi Assadi qui proposait la fête au village des musclés. Merci Christian, tu es mon seul ami. Puisque Christian a décidé qu'on écouterait un titre de Daft Punk de 2001, plus dur, plus mieux, plus rapide, plus fort, c'est-à-dire harder, better, faster, stronger. Vous êtes toujours sur Radio Nova, dans une ambiance de folie. La dernière, Juliette Arnaud, Aymeric Lompré, Pierre-Emmanuel Barré. Notre invité, l'athlète Emma Oudiou, et l'heure est venue de la séquence l'invité de l'invité. Aujourd'hui, les invités de l'invité, Audrey Deveau et Hélène Bas. Salut à vous deux. Salut Audrey, salut Hélène. Vous êtes également des sportives. On n'aura jamais autant parlé de sport dans l'émission, mais on va parler d'islamophobie. Ça, on fait régulièrement, il y a un petit sujet. Vous faites partie du collectif Basket pour toutes. Alors, la première question elle est toute simple. Qu'est-ce que c'est que ce collectif ? Basket pour toutes, c'est un collectif qu'on a cofondé en 2023 avec Haifat Lili, qui est sociologue du sport, et Timothée, qui est coach et président d'un club de basket. Et on l'a fondé pour lutter contre l'islamophobie dans le sport et plus généralement les discriminations dans le sport, après que la Fédération française de basketball a interdit le port d'équipements et d'accessoires à connotation religieuse et politique, ce qui a eu pour conséquence de nous empêcher de jouer, de coacher, d'arbitrer à tous les niveaux, amateurs ou professionnels. Alors à l'époque, c'était une décision de la fédération. Est-ce que c'était une décision qui venait de plus haut ? Est-ce qu'il y avait une circulaire ministérielle ou ce genre de choses ? Ça vient de la fédération. En fait, en 2017, la Fédération internationale de basket a autorisé le port de ces équipements. Et la Fédération française de basketball a dit non. Nous, on considère que c'est inapproprié au jeu. Et après, en 2022, ils ont introduit ce nouvel article qui interdit les signes religieux et politiques. Et quand on leur demande, ils disent que c'est un peu une requête du ministère. Et quand on demande au ministère, c'est les fédérations. Et quand ils on se renvoient la balle. Exactement. Ils se renvoient la balle. Pendant que nous, on joue pas. Voilà, bien joué. Mais alors, inapproprié de quelle manière ? Il le précise, est-ce que c'est... par exemple, ça vous empêcherait de jouer Parce qu'ils disent c'est pour vous. Non, mais c'est pour votre bien, quoi. C'est ça. Au départ, ils n'ont pas du tout précisé. Ils jouaient sur le fait que ça pouvait être dangereux, que ça pouvait enfreindre les règles d'hygiène et de sécurité. Sauf que, justement, les équipementiers sportifs avaient prévu ces espèces de cagoules qui sont faites pour le jeu. Et donc, c'est un argumentaire qui tenait pas du tout. Et c'est pour ça qu'ils ont introduit un nouvel article qui se fonde sur l'interdiction des signes religieux et politiques. Alors, l'article, il dit... j'ai vu l'article 9.3, c'est ça. Il vise à prévenir tout trouble à l'ordre public. Donc, je suis pas... Déjà, vous êtes à côté de Pierre-Emmanuel Barré. Donc là, je suis vraiment pas serein du tout. J'ai l'impression que c'est une association de malfaiteurs, cette émission. Le prétexte, il est vraiment ça. Est-ce que vous avez des contacts, j'imagine que oui, avec la fédération? Vous avez encore des discussions ou le dialogue, il est vraiment rompu? Moi, j'en ai aucun. Ouais. Il n'y en a aucun. Le dialogue, il est complètement rompu. Depuis qu'on est exclu des terrains, déjà, on est beaucoup moins visible, on est beaucoup moins présente sur les événements, donc on a un peu moins de temps de parole global. Il n'y a pas du tout de dialogue, il y a des pressions. Donc j'appelle pas ça un dialogue. Non, pas du tout. Ouais. Des pressions qui viennent de la fédération, mais ils n'ont jamais répondu à nos courriers, non. Et donc la situation est complètement bloquée. Pour l'instant, exactement. Et là, est-ce que vous jouez quand même, vous... Alors, vous jouez pas en compétition, mais est-ce que vous continuez à vous entraîner, à jouer moi, dans mon cas, oui, je m'entraîne. Donc, je m'entraînais dans mon club en fait d'enfance, donc dans lequel j'ai pratiqué 10 ans. Ouais. Et donc là, j'ai trouvé un autre club, donc je m'entraîne aussi en parallèle. Aussi, on a des événements, on a des tournois, donc avec Basket pour toutes, où quand on trouve des structures, on arrive à faire des choses sympas, donc avec plusieurs équipes. Donc voilà, c'est sur ce format-là qu'on a de la compétition maintenant. Parlons-en alors, les tournois que vous organisez, est-ce qu'il y en a bientôt? Faisons de la pub. Vous venez de rater le dernier, celui de lancement, mais du coup là, on est en train de lancer un championnat, donc avec une autre fédération que la Fédération française de basketball, qui est la FSJT. Donc voilà, il y a un projet de lancement de championnat, je dirais début janvier, je crois, c'est ça.
Et j'ai un peu la même question que j'ai posée à Emma tout à l'heure sur la VSS. Est-ce qu'il y a de la sororité? Est-ce qu'il y a des filles non musulmanes qui viennent vous voir en disant moi je trouve ça dégueulasse, venez jouer avec nous quand même, etc. Oui, il y en a. Franchement, on a beaucoup de soutien. On a aussi des cas où il y a l'inverse, mais on a beaucoup de soutien dans la globalité. Tout ce qui est nos événements, ils sont ouverts à toutes, donc ils sont pas limités aux femmes voilées ou quoi que ce soit. C'est vraiment ouvert à toutes les femmes qui veulent pratiquer, et on a de tout sur nos événements, donc c'est cool. Est-ce que vous avez des soutiens, par exemple, de sportifs de haut niveau assez médiatiques ou ce genre de choses, ou alors c'est quand même un sujet touchy? On a Emma. Ouais, Emma, ouais, ça c'est bien. Non, on peut l'applaudir. Ouais, bien sûr. Mais dans votre discipline à vous, dans le basket, parce que ça y est maintenant, il commence à y avoir des basketteurs super connus en France, ils vont même aux États-Unis, tout ça. Vous avez du soutien de ces hommes? C'est très très compliqué. La question, attention, est dans la réponse. Hein. Allez-y, bougez des pas. Non, on a écrit une lettre à la FIBA et 80 athlètes professionnels du monde entier l'ont signée. FIBA, Fédération Internationale. Oui, pardon, Fédération Internationale de Basketball. Ça, Guillaume. Et en France, c'était très compliqué d'avoir des athlètes, quels que soient les sports, mais encore plus dans le basket, parce que ils ont peur et elles ont peur, parce que c'était juste avant les JO, donc il y a la place en équipe de France qui est sur la sellette, et parce que c'est un sujet pour moi c'est pas très compliqué, mais qu'on fait paraître comme étant très compliqué et très touchy, et les gens qui prennent la défense des droits humains, finalement, ils sont souvent mis de côté. Et comment ça se passe dans les autres pays? Est-ce qu'on est vraiment le seul pays à être autant islamophobe assumé et affiché? Oui, bon, là aussi, j'ai l'impression que la réponse est... Non, mais c'est possible. Peut-être il y a d'autres pays, je ne sais pas. En Hongrie, est-ce qu'il y a une équipe qui accepte? En tout cas, au niveau du basket, la France, c'est le seul pays du coup qui a décidé de garder qui a décidé de mettre en place cet article. Les autres fédérations mondiales autorisent. C'est-à-dire que tous les grandes nations de basket l'autorisent? La France, c'est vraiment l'unique. C'est pas un cas, je vous le dis pas en cas d'exemple, c'est vraiment le seul. Donc carrément, on pourrait faire une communication là-dessus. C'est-à-dire, on met tous les. Oui. Mais même, je me permets, même aux Jeux Olympiques, la France était le seul pays qui a interdit aux athlètes de porter le voile. Tous les autres pays, ça pose pas de problème. Dans tous les sports. France, tous les sports. Mais en France, c'est interdit. Oui. Sous couvert de, on veut protéger la laïcité. La laïcité, bien sûr. Ouais. Ils veulent lutter contre le séparatisme en séparant les gens entre eux. Okay. D'accord. C'est bien dit ça. Si je devais résumer ça, je dirais que... Je vais le tatouer, moi. J'avais aussi la phrase, c'est des connards, qui résumait... Ça, j'ai déjà tatoué. Ça, tu l'as déjà, d'accord. Et dernière question, les filles, comment on peut vous aider, nous, en tant que gens qui ne font pas de basket, par exemple? Non, mais est-ce qu'il y a un site internet? Est-ce qu'il y a dans un premier temps, déjà, il y a nos réseaux sociaux. Ouais, vous pouvez nous suivre sur Instagram et sur TikTok, pour toutes. Également, il y a une pétition qui est en train de circuler donc, au sein d'Amnesty International, qui s'appelle Reprendre le terrain. Reprendre le terrain, d'accord. Et c'est un nom plus long, mais je l'ai un peu abrégé. Donc voilà, si vous pouvez la signer, ça serait déjà un grand pas pour nous. Ok, on le fera. Et surtout ne pas se fier aux stéréotypes aussi. Et se renseigner. Voilà. Oui, c'est pas plus mal. Ne pas essayer de nous libérer de quoi que ce soit, de qui que ce soit. Exactement. Parfait. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Audrey Deveau, Hélène Bas, merci les filles. Merci beaucoup. N'hésitez pas à aller vous renseigner, vous avez le temps. Allez le faire maintenant, signez la pétition maintenant, puisqu'il ne va rien se passer d'intéressant, c'est la publicité. La dernière. Nova. Vous êtes toujours sur Radio Nova, la dernière. Juliette Arnaud, Aymeric Lompré, Pierre-Emmanuel Barré, notre invité Emma Oudjou, l'athlète, la sportive. Et elle aussi, c'est une sportive. Elle est championne de France de milliardaires Go. C'est comme les Pokémon, mais avec des milliardaires. Attrapez-les tous. C'est Audrey Vernon. Ouais. Salut la commu. Arthur Rimbaud disait « Il faut se faire voyant ». Aujourd'hui, il faut se faire idiot. À la tête des pouvoirs politiques, médiatiques, industriels, il est les gens les plus bêtes de l'histoire de l'humanité qui nous emmènent droit vers l'extinction. Et la personne la plus influente de France est Thibaut InShape, un jeune homme qui fait de la muscu. Donc aujourd'hui, on va bosser le cardio, se préparer un petit winter body en partant sur un combo squat et butter kick. Ouais. Moi, j'écris des spectacles sur Gunther Anders et sa femme Hannah Arendt. Et parfois, je me demande pourquoi je joue pas dans des zéniths. Gunther et Hannah, ils faisaient des livres, comme Thibaut InShape et sa femme Julie Fitzcat, qui font des reels sur Insta.
Gunther et Anna, ils étaient sur la montée du totalitarisme et Thibaut InShape sur la montée de la masse musculaire. C'est pareil. Gunther et Anna nous conseillent de bien se muscler les mollets, c'est utile. Quand on sent la montée du fascisme pour traverser la frontière espagnole à pied, ça grimpe les Pyrénées. J'adore quand Anna, dans la condition de l'homme moderne, dit « Allez, 10 pompes et on part en burpees ». En Occident, le QI moyen est descendu à 98 à cause des smartphones. 98, c'est pas beaucoup. Pour vous donner une idée, c'est le QI moyen de la direction de France Info multiplié par Laurent Nunez. Vous savez qui a inventé le test de QI ? C'est le père de Gunther Enders. Hilarant, non ? Venez, on fait une blague à CNews. On leur fait croire que ce qui cartonne, c'est les blagues sur Gunther Enders. Et après, ils vont essayer de l'inviter. Alors, c'est l'histoire du père de Gunther Enders qui dit « Quand l'intelligence de l'humanité aura grimpé grâce au test de QI, la guerre semblera un moyen archaïque de régler les différends. » Nous, avec les smartphones, on fait l'inverse. On fait descendre le QI et grimper la guerre. Pour moi, le lien entre smartphone et guerre est tellement évident, même matière première, même commanditaire, même victime. Du coup, pour moi, les gens qui ont des smartphones, sauf s'ils sont forcés parce qu'on a kidnappé leur famille ou que le système économique les ayant rendus superflus, ils sont obligés de bosser chez Uber Eats. Pour moi, les gens qui ont des smartphones, c'est comme s'ils avaient des manteaux en peau de bébé. C'est joli, mais ça me choque. Bon. J'enlève mon manteau. En ce moment, à Paris, il y a le salon de l'armement Millipol, au Soudan, un génocide, et en fournisseur des deux, surprise, des milliardaires. Je vois pas leur kiff à tuer les gens. Mais il faut pas les comprendre, il faut les ridiculiser. C'est Hannah Arendt InShape qui dit ça, entre deux abdos fessiers. J'ai vu sur YouTube, qui appartient à des milliardaires fabricants d'armes, qu'en ce moment, ce qui cartonne, c'est les quiz. Aymeric, raclette ou tartiflette ? Tartiflette. Donc, on n'a pas plus de répartie l'un que l'autre, quoi. Je vous ai donc préparé un petit quiz. Hitler ou milliardaire ? Ça finit pareil. Et dans un monde à plus 4 degrés, ça va finir pareil. Attention, je dis pas que les milliardaires, c'est des nazis. Hein. C'est comme la raclette et la tartiflette, c'est très différent. Alors, les missiles longue portée, nazis ou milliardaires ? Les deux, inventés par les nazis, vendus aujourd'hui par les milliardaires. Les autoroutes, Hitler ou milliardaire ? Les deux. Les deux, grande passion d'Hitler qui fait la fortune aujourd'hui de Bouygues, Eiffage, Vinci et Pierre Fabre. Le Fanta. Les deux. Les deux. Ouais. Ça appartient à Warren Buffett, mais c'est les nazis qui ont inventé la recette. Le plastique, Allianz, Porsche, BMW, les pesticides, le Zyklon B, Bayer, Monsanto, les polluants éternels, les PFAS. Les deux. L'extinction de l'espèce humaine. Ça, on va voir. Mais les milliardaires font vraiment la course en tête. J'ai lu que si on abandonnait chacun un portable sur 2, on ferait chuter leur cours en bourse. Seulement un smartphone par famille, un smartphone par quartier. On pourrait les empêcher de nuire. La résistance commence par le fait d'y croire. Non pas par essayer de s'en dissuader ou d'essayer d'en dissuader les autres. Qui est d'accord pour réfléchir à l'idée d'abandonner son smartphone ? Je ne vous demande pas encore de faire sauter des trains. Je vous demande juste d'y réfléchir. Qui est d'accord ? Merci. Audrey Vernon, merci Audrey. Qu'on peut retrouver en spectacle avec Comment épouser un milliardaire, Noce de cristal, ici même à l'Européen. Et en tournée, et également le spectacle Comment traverser les sombres temps ou Hannah Arendt, la comédie musicale, le 9 décembre à Grenoble. Et enfin, grosse actu, Audrey Vernon, dans une revue Flipper dans laquelle tu parles d'Hannah Arendt, ta grande passion. Voilà, parfait, merci beaucoup Audrey. Puisqu'on parle de livres d'ailleurs, on est toujours avec notre invitée Emma Oudiou. On a parlé de beaucoup de choses, mais pas de tes goûts artistiques. Ça tombe bien, Juliette Arnaud t'a préparé un petit questionnaire de Derrière les fagots. Quel film t'est resté de l'enfance, Emma ? Tu m'as répondu Le Voyage de Chihiro, film d'animation japonais du studio Ghibli de 2001. Le voyage de la petite Chihiro au royaume des esprits, là où ses parents ne peuvent la protéger. Là, ils sont vraiment pas en situation. Et elle devra se protéger toute seule. Encore une histoire abominable, un film magnifique et un enfant livré à lui-même. Pourquoi est-ce que c'est celui-là qui te reste de l'enfance ?
C'est un film, je crois que c'est l'un des premiers films que je suis allée voir au cinéma. On allait le voir plusieurs fois avec ma maman qui est dans la salle. Est-ce qu'on peut l'applaudir Évidemment. Alors, pourquoi vous y êtes allé plusieurs fois? Parce qu'on a adoré, donc on y a été avec ma sœur aussi, qu'on peut applaudir. On applaudit toute la famille. Et donc on y a été plusieurs fois parce qu'on a eu un coup de cœur pour ce dessin animé et on a adoré l'histoire, on a adoré l'esthétisme, enfin c'était magnifique quoi. Et est-ce que vous aviez des conversations si vous allez le voir en famille sur justement cette gamine qui tout à coup non seulement est face aux esprits, mais en plus n'a plus d'adultes autour d'elle? Ouais, je pense que ce qui nous a marqué, et d'ailleurs c'est ce que ma mère nous a beaucoup inculqué, c'est l'indépendance. On voit que cette petite fille est très indépendante, qu'elle doit se débrouiller toute seule malgré tout, qu'elle fait preuve aussi de pas mal de solidarité avec plein d'autres personnages qu'elle arrive à faire évoluer. Et je pense que c'est ça qui nous a marqué et qui au final correspondait bien à l'éducation qu'on a reçue avec ma sœur. Je t'ai demandé ensuite quel livre t'avait donné envie de devenir une grande personne. Tu m'as répondu le livre noir des violences sexuelles de Muriel Salmona qui date de 2013. Muriel Salmona, c'est une psychiatre française. Le but du livre, reconnaître le psychotraumatisme comme la conséquence logique et universelle des violences, informer le grand public et former tous les professionnels sur ces mécanismes, la sidération, la dissociation, la mémoire traumatique. Vaste programme tout à fait d'actualité. Tu l'as lu quand, toi? Tu m'as dit que tu l'avais trouvé à la bibliothèque? Non, c'est ma sœur qui me l'a donné, je crois. Donc, c'était juste après l'arrêt du haut niveau. Donc, c'est-à-dire, il t'était déjà arrivé ce qui t'est arrivé. Voilà, c'est ça. Et ta sœur a trouvé ce elle bouquin. me dit, écoute Emma, peut-être que tu peux lire ça pour avoir une vue en hauteur sur ce qui s'est passé pour toi. C'est-à-dire une vue théorique? Voilà, exactement, une vue théorique, parce que j'avais un truc très émotionnel et donc ça m'a permis de mettre des termes un peu plus savants par rapport à ce qui s'était passé et surtout de voir que j'étais pas du tout la seule, que comment je me sentais, en fait c'était complètement normal, c'était complètement légitime, c'était même scientifique et ça m'a permis de prendre du recul par rapport à ce que j'ai vécu et surtout de moi décider d'en faire un combat, parce que quand je vois les conséquences que les violences sexuelles ont sur les enfants, sur les femmes, ça me met hors de moi et c'est ce qui m'a donné envie. C'est l'une des raisons qui m'a donné envie ensuite de me consacrer à la lutte contre les violences sexuelles. Est-ce que tu penses que ce livre est à peu près tout public? Je ne parle pas évidemment des enfants, oui, mais... Ouais, je pense qu'il est tout public. Forcément, si vous êtes dans une période un peu compliquée, je le recommande pas. Mais pour des personnes qui ont vécu des violences sexuelles, vraiment, je vous recommande. Je t'ai demandé enfin quelle série te fait rire. Tu m'as répondu Desperate Housewives, la série américaine 2004-2012 créée par Mark Cherry, c'est-à-dire l'enfer de la femme au foyer. Et toi, ça te fait rire? How dare you? Pardon, excuse-moi. Non. Je me demandais, parce que c'est toujours comme ça dans les personnages où il y a des séries où il y a des personnages très très forts, vers quel personnage va ta sympathie? Moi, j'ai envie de choisir Suzanne, parce que Suzanne, c'est la plus détestée. C'est la conne. Voilà, oui. Mais en fait, tu vois, tout le monde... Tu vois, c'était son nom, c'était son nom sur Suzanne, Internet. En fait, tout le monde l'appelle Suzanne la conne. Moi, ça m'énerve. Je vais vous dire pourquoi. La défense de Suzanne la conne. En fait, je trouve que c'est une personne qui est hyper empathique, qui est vachement dans l'émotion. Émeric, je ne te permets pas de rigoler. Moi non plus, je ne te permets pas. On dirait vraiment que tu l'as dit 100 fois, tu vois. C'est vrai. Et ouais, elle est à l'écoute de ses émotions, elle est hyper empathique et tout le monde la traite de conne pour ça. Je ne suis pas d'accord. Je pense que le monde irait mieux si tout le monde... C'est de l'affection. Mais écoute, Émeric, elle me tient à cœur, Suzanne. Moi, je l'adore, Émeric. Et moi, c'est Picsou, elle prend tout l'argent. Et est-ce qu'elle te fait rire? Mais là, parce que je le regarde à peu près 4 fois par an. Vraiment, sans déconner, je regarde 4 fois par an. T'es pas obsessionnelle. Tout le temps. Ah ouais, voilà. Je vais pouvoir être dans ton petit livre. Je suis très obsessionnelle sur ça. Et donc, il y a une scène, mais c'est extraordinaire, où elle se fait arrêter par des flics. Et en fait... Elle est au milieu de la rue, elle est allongée avec les menottes comme ça dans le dos, elle regarde la voisine qui passe, mais c'est exceptionnel. Moi, ça me fait mourir de rire. Et j'adore Desperate Housewives, quoi. Et Émeric va regarder, je pense, parce qu'il est je crois que tu viens de me donner envie de regarder. Ah ouais, mais c'est génial. Merci beaucoup, merci à vous deux. On peut vous applaudir et merci pour ces talents de comédienne en plus. Bien sûr. Alors Émeric, il va pas regarder tout de suite parce qu'il va bosser. Il va bosser, c'est le moment de retrouver notre champion toute épreuve. Il peut résister à des chaleurs telles que celles de l'actualité. Ouais. Émeric Lomprey.
Allez, à l'actualité. L'actualité est chaude. Elle est chaude, l'actualité. Oui. Comme le cerveau d'un député RN qui réfléchit comme ça, et après, le cerveau... 4, j'ai trouvé, c'est 4. 2 plus 2, c'est 4. C'est 4. C'est bien, Sylvain. Je vais manger des éponges. Allez, là, on va rigoler. À partir de maintenant, on va rigoler. Non, parce que là, on a une semaine, putain. Une info sur deux, c'était soit un témoignage d'un rescapé du Bataclan, soit des soutiens à Sarkozy qui faisait la fête. Vous avez vu Balkany avec sa tête de Shrek? Vous avez vu? Je suis content pour lui. Maintenant, je vais aller manger dans la forêt des enfants. Je sais pas s'il a des petits enfants, mais ça va être un cauchemar pour eux, quoi. Quand ils voient sa tête de parpaing se rapprocher, comme ça, tu sais. Fais un bisou à Papy Patrick. Oh, le petit, il a faim. Non, il est terrorisé, Patrick. T'as une tête, elle fait la taille de Dijon, putain. Avec la mamie Balkany à côté. Je peux la prendre dans mes bras et après ça mettre dans un chaudron pour en faire de la potion magique. Non, je sais que c'est pas ouf là pour l'instant la chronique, mais parce que normalement c'est Pierre, il m'aide à écrire les blagues. Et là, il a eu un gros week-end, mon frérot, gros week-end. Hein? Qu'est-ce que t'as fait, sale gosse? Excuse-toi! Dis pardon! Not a policeman! Merde! Sale gosse! On va encore devoir démissionner, gna gna gna. On va aller où après? On va aller où? Merde! Non! On va aller où? Y a pas plus à gauche que Nova, sinon on tombe. On va finir dans un garage dans la banlieue de Bordeaux et mettre sur la CB de Philippe Poutou, tu vas voir. L'actualité, elle est chaude. Jérôme à tous les collègues. Il y a les keufs à la sortie du périph', Jérôme. J'en ai plein le cul, moi, c'est bon. Allez, l'actualité, bon. Jeudi dernier, le gouvernement... Ah, ouais, ça se voit. Le jeudi dernier... Ah oui, ça commence maintenant, la chronique. J'ai plus d'idées. Non, mais attends. Jeudi dernier, il y a le gouvernement... En plus, c'est toi, Guillaume, qui m'a filé le sujet. Le gouvernement a suspendu le débat sur le budget ce week-end parce que les députés RN, Républicains, Renaissance, Elliott, ils étaient fatigués. Là, il y a une blague. Alors, ils sont fatigués, les petits pitchouns. Ils sont fatigués. Putain, toutes les petits pitchouns. Ouais, attends, mais c'est pas une chronique que je fais, c'est une conférence. Alors... Non, mais attends, ils sont fatigués, les députés. Toute l'année, ils nous demandent de travailler jusqu'à 80 balais, d'enlever des jours fériés, de faire des journées de 36 heures. Et là, ils sont fatigués. Avec moi, le public. Oh. Vous voulez qu'on vous lise une petite histoire, les députés? Pour que vous fassiez dodo? C'est l'histoire de Johnny Lego. Johnny Lego avait tellement d'ego qu'il voulait devenir député de la France. Et après, il était triste parce qu'il devait travailler le samedi, le dimanche. Jamais compris ce délire de mégalomane, là, de se dire, tiens, je vais représenter des gens. On va avoir sacrément confiance en soi pour dire, moi j'ai déjà du mal à me représenter tout seul. Je te jure, je vois bien, Nova. Bon, bah, on va commencer la réunion sans Emmerich. Excusez-moi, je suis en retard. C'est à côté la réunion de la dernière, Emmerich. Mais vous êtes qui? On est la direction. Et vous faites une réunion sur quoi? On réfléchit à comment avoir plus d'auditeurs. Vous avez pensé à installer plus d'antennes? J'ai improvisé là, Et peut-être, putain c'est dégueu. Alors, et peut-être les députés, ils vont tous partir, les députés de droite, ils vont tous partir en vacances. Ce week-end, ils étaient tous en vacances, tous au Puy du Fou. Yahoo! Regardez qui c'est qui court à côté du bus, c'est Olivier Faure. Olivier. Avec sa tête de ventoline là, putain, il me saoule aussi. Bon après je suis peut-être pas mieux placé pour critiquer les gens qui veulent pas bosser. Hein. Je veux dire, c'est moi quand je finis de lire un paragraphe d'une chronique, je suis là, bien bossé moi. Moi le travail c'est vraiment pas un truc qui me... Le travail c'est... si je devais comparer le travail à quelque chose, ce serait... J'en sais rien parce que ça demande du travail de trouver une comparaison, mais... moi je pense pas que les députés de droite soient fatigués. Tu sais, ils foutent rien de la journée, franchement ils sont assis sur un siège avec leur gros ventre, enfin comme ça... Putain, je pourrais être député de droite moi. Moi, je pense qu'ils bottent en touche. Ils sont là. Oui, bon, on va réfléchir à la merde qu'on a foutue et on revient. Après, j'aurais fait pareil. Hein. Mettre les problèmes sous le tapis, c'est ma spécialité. Hein. Pourquoi aller voir un docteur? C'est normal que la peau du zizi, elle tombe. C'est comme un serpent, le zizi, ça mue. Alors, il n'y a pas de chute à la chronique. Mais non, mais normalement, c'est Pierre qui trouve les chutes. Mais sache, Pierre, que je te soutiens. Je te soutiens, Pierre.
Et quand tu seras au commissariat, est-ce que tu peux leur demander jusqu'à quand la MDMA est détectable dans la languette? Merci de m'avoir écouté. Émeric Lompré. Merci Émeric. Avec plaisir. On avait besoin de cette analyse. Allez, on est toujours avec notre invité Emma Oudiou. Il nous reste quelques petites minutes. Ça tombe bien, Emma. On a encore quelques petites dernières questions rapidos. Pierre-Emmanuel. Oui, Emma, qu'est-ce que tu conseillerais comme sport à quelqu'un qui n'en a pas fait depuis le CM1, qui ressemble à une knacky avec une perruque de Laurent Wauquiez et qui présente la dernière de Nova? Je sais pas. Ouais, moi j'ai pas compris de qui tu parlais, mais c'est pas. Émeric. Ah, je vais pas travailler. Ah oui, t'as vraiment pas. C'est quoi, à part ton épreuve préférée dans l'athlétisme? Waouh, t'as pas bossé, ouais. Mais bah, ceci dit, vas-y. Maillot ou ketchup? Mon épreuve préférée, le saut à la perche. Pas mal. Juliette. Si tu pouvais courir comme un animal, mais alors vraiment exactement comme un animal, est-ce que tu Cheval. choisirais la célèbre course de la chèvre naine ou la fameuse galopade du poney? La chèvre naine. Oui. Ouais. Ah oui, il y a vraiment un lobby de chèvres. J'insiste, on dit vraiment chef de petite taille. Oui, pardon, oui, on est woke. Quand tu étais en compétition, Emma, est-ce que tu craignais le plus la défaite ou l'interview de Nelson Montfort? Je l'ai jamais faite. C'est vrai? Je crois Tu pas. t'es esquivé toujours? Ouais. Pas mal. Ouais. Fortiche. Pierre-Emmanuel, oui? Non, Oui. bah, attends, ça va être ton tour après. Est-ce que tu penses que je cours plus vite que toi si avant le départ je crie Allah Akbar devant un commissariat? Vraie bonne question, tiens. Non, Non. tu cours plus vite. Émeric, c'est à toi pour cette deuxième question qui s'annonce pertinente. Pourquoi le saut à la perche? Ah, il est fort. Il travaille pas, mais il a pas besoin en fait, parce qu'il a du génie. Ah ouais. Alors, moi, c'est une Qu'est-ce vraie que je peux question. répondre à ça, Ben, Émeric? Je sais pas. Parce que tu voles. Oui. Ouais. Parce que je vole. Super. Ouais. Juliette. On coupe. Dans le steep, donc on saute. Est-ce que tu crois qu'on saute mieux en écoutant Jump de Van Halen ou Jump Around the House of Pain? Je j'ai pas la ref ni de l'un ni de l'autre. C'est pas grave, oui, Émeric car elle va est chanter. jeune. Vas-y, ouais. Ouais, bon. Allez, dernière question, Emma. Quel est ton ou ta Emma préférée? Emma Watson, Emma Decaune ou Emmanuel Macron? Démission! Emmanuel Macron, démission. Merci beaucoup. Emma Oudiou, merci d'avoir été avec nous pendant ces 2 heures. On conseille ton documentaire qui est disponible sur YouTube. Suite. Merci à tes invités, Audrey Deveau, Hélène Bas. Allez les soutenir, basket pour toutes. Merci à nos chroniqueurs, chroniqueuses, Florence Mendez, Audrey Vernon, Florian Gouttière. Faites du bruit. Merci à toute l'équipe de l'Européen qui nous reçoit chaque semaine. Seb Bardabé, Julia, Lindsay, Sonny. Merci à Malo, notre réalisateur, accompagné de Lucie et Paul. Toutes les équipes techniques de Radio Nova, Fred, Mano, Loris, Ninon, Yona pour la prod, Christian pour la fameuse programmation musicale. Merci à Colline, Élise, Sébastien, Bastien pour les réseaux sociaux, les équipes vidéo Goodway, Benjamin Alban dont c'est l'anniversaire et Adrien, notre rédacteur en chef Ramzi Assadi et Émeric Lompré, Pierre-Emmanuel Barré, Juliette Arnaud et Guillaume Meurice. Et on se retrouve la semaine prochaine, amusez-vous bien, dénoncez les violences et vivement la dernière. La dernière.